Encore raté mon fade out d'intro. Bonjour tout le monde. Donc oui, aujourd'hui c'est mercredi carrément. Et c'est le midi. Il y a des gens qui m'ont dit en fait c'était pas mal le midi, tu pourrais t'y remettre. Alors pour l'année prochaine peut-être, je sais pas trop. Là on termine l'année comme on peut, hein, je vous avoue que les législatives, la présidentielle, le machin, je me disais tout à l'heure, putain ça fait longtemps que ça dure ces histoires d'élections là. Et voilà quoi. Et j'en avais un peu marre de parler que d'élections d'ailleurs. Donc aujourd'hui on a choisi d'autres sujets. Donc on a choisi de parler. Alors ça c'est mes notifs. Alors déjà bonne nouvelle, apparemment selon plusieurs sources le préfet de police Didier Lallemand devrait être bientôt remplacé. Les rumeurs à ce sujet sont antérieures au fiasco du Stade de France, mais l'affaire n'arrange rien. C'est ce que nous dit Mathieu Mollard de Street Press sur... Je voulais partager la nouvelle avec vous. On est peut-être dans les derniers moments de cet odieux préfet Lallemand. Darmanin, lui, alors je suis allé prendre le Canard enchaîné pour avoir un petit peu les nouvelles. Canard enchaîné qui est sorti aujourd'hui. Donc normalement c'est tout frais, il y a du neuf. Le ministre de l'Intérieur, vous savez j'aime bien lire la page 2 surtout du Canard enchaîné. Le ministre de l'Intérieur est en feu depuis le match Liverpool-Real et Gérald Darmanin a bien du mal. Le ministère, pas le ministre. Le ministère est en feu et Gérald Darmanin galère avec son ministère. Sous l'œil accusateur d'Emmanuel Macron qui n'a cessé de répéter que le fiasco de samedi soir était un mauvais coup porté à la France. Gérald Darmanin se défend comme il peut. Il a d'abord refusé de faire porter le chapeau au préfet Lallemand. Pas question qu'il saute, il a sauvé des vies. C'est écrit le ministre de l'Intérieur devant des journalistes mardi matin. Il a pris les bonnes décisions pour éviter que des gens meurent écrasés contre les grilles du stade ou dans un mouvement de foule. La meilleure défense étant souvent l'attaque, il a poussé un grand coup de gueule contre les médias et la droite. Ce que je constate, c'est une fascination assez étonnante de la société numérique et des commentateurs. Tu as beau expliquer ce que tu veux, une partie des commentateurs affirme que c'est, en gros, les blacks et les rebeux de Saint-Denis qui ont foutu le bordel et dépouillé les gens. Il y a eu certes des actes de délinquance, comme il y en a presque à chaque grand match, il faut évidemment les combattre. Selon Darmanin, donc là Darmanin il attaque la droite, il dit waouh. Il dit c'est la droite, elle dit que c'est à cause des rebeux et des... il a dit quoi, des rebeux et des blacks. Il dit les rebeux et les blacks de Saint-Denis. Et le ministre de reprendre, la droite, l'extrême droite, une partie des journaux, notamment le Figaro et Valeurs Actuelles, veulent croire que des gens qui sont dans le grand remplacement sont responsables de tout ce désordre. Ils veulent se persuader que le sujet c'est les Noirs et les Arabes. Conclusion du grand chef de la police, c'était une fête gâchée pour le foot, mais je suis très heureux qu'il n'y ait eu aucun mort et aucun blessé grave. Heureux, en effet... Il défend les rebeux et les blacks, maintenant, Darmanin, comme il dit. Bah oui, avant de... Enfin bon, il aurait été dans LR, il aurait dit la même chose. Avant... Ouh, c'est des poils de chat, ça. Avant de se prendre le Stade de France et l'Elysée sur la tête, Gérald Darmanin avait décidé d'entamer ce nouveau quinquennat à 100 à l'heure. Le 26 mai, recevant quelques journalistes à l'Elysée, il leur avait confié, comme on le sait, sa nouvelle idée, réformer le permis de conduire, afin de ne plus enlever de points pour les petits excès de vitesse, 5 km/h, tout en conservant l'amende de 68 ou 135 €, une idée saluée sans surprise par les associations d'automobilistes, mais fortement décriée par certains acteurs de la sécurité routière et par Matignon. Faut rappeler que ça a été la droite, je crois que c'était un des grands combats de Jacques Chirac, de faire baisser la mortalité sur la route. Et bon, bah, le fait est que les frondes d'automobilistes, c'est souvent des frondes de droite. Donc du coup, c'est un peu à la droite de se cogner ces trucs-là. La première ministre a en effet considéré que Darmanin aurait pu attendre avant d'annoncer une mesure qui n'était pas encore arbitrée. Donc il a fait ses annonces avant d'avoir les feux verts. Les feux verts, la sécurité routière, vous l'avez. Pour elle, les priorités sont ailleurs, on a d'autres sujets plus importants, pouvoir d'achat, santé, éducation ou retraite, confirme l'un de ses conseillers. Borne ignorait que Macron lui-même avait donné le feu vert. Ah, ça communique mal apparemment à l'intérieur là. La priorité c'est d'abord de gagner les élections, quitte à balancer quelques mesures bien démago. Ah oui, donc ça oui, Macron avait dit c'est pas mal pour les élections. Putain, ce bordel chez eux. C'est ce bordel. Alors ça c'est pas intéressant, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bruno Le Maire, nanana, Bruno Le Maire, Elisabeth Borne. Sur les relations entre Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, bon ça c'est pas très très intéressant.
À la même réunion des ministres, Elisabeth Borne a demandé à la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, de trouver des solutions pour le service des urgences, on va en parler ce midi, en leur accordant des moyens complémentaires, en clair des sous, et vite. Autre demande de Borne, cette fois-ci en direction de Sylvie Retailleau, la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur. Il va lui falloir proposer vite également des mesures en faveur du pouvoir d'achat des étudiants, victimes eux aussi de la hausse des prix de l'alimentation. L'idée serait de faire baisser les coûts des repas dans les crous et d'accorder une augmentation du montant de certaines bourses. Les étudiants vont s'en lécher les babines par avance. Je vous rappelle que Vidal avait promis une, puis deux, puis en gros elle a pas cessé de promettre pendant le long de son ministère là, de son comment on dit l'exercice de son ministère, je sais pas, mais elle a pas cessé de promettre une réforme des bourses qui est jamais venue, voilà, parce que et c'est vrai que les images devant des files d'attente pour l'aide alimentaire l'ont vraiment foutu pas bien, Frédérique Vidal, au moment où elle partait sur l'islamo-gauchisme en roue libre. Et on va en parler aujourd'hui parce qu'on va parler du printemps républicain, c'est dans le titre, élection législative 2022, les espoirs déçus du printemps républicain. Il y a un papier dans Le Monde, ce mouvement qui défend une laïcité dite de combat, divise la majorité présidentielle sur la question depuis ses débuts en 2016. Plusieurs de ses relais espéraient un poste dans le gouvernement Borne ou être investis pour les législatives, mais Emmanuel Macron a stoppé net leur ambition. Pour le moment seulement. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec le printemps républicain ? Le fiasco Borne, le fiasco Blanquer, Schiappa, Vidal, machin, a sans doute joué, mais il y a peut-être autre chose. Peut-être qu'ils sont saoulés par le printemps républicain chez les Macronos. Mélenchon barré pour Matignon. S'il reste en retrait pour cette campagne pour les législatives et n'envisage de tenir aucun meeting, Macron n'en surveille pas moins les rapports de force comme le lait sur le feu. Une élection n'est jamais jouée d'avance, a-t-il rappelé à ses troupes auxquelles il a demandé de monter au front contre Mélenchon et l'incohérence de son programme. Ah, c'est tellement incohérent qu'il en reprend les grands termes, la planification écologique, des trucs comme ça, mais enfin bon. Macron ne croit pas pour autant que la NUPES puisse l'emporter le 19 juin et juge que le chef des Insoumis fait une drôle de campagne. Il a tort, a-t-il analysé en petit comité. Il a tort de remettre en question la légitimité des institutions et de faire croire qu'on peut imposer un Premier ministre au président. Non. Et de laisser entendre qu'en cas où la coalition... Ah, le bâtard. Il a laissé entendre qu'au cas où la NUPES gagne, il n'appellerait pas forcément Mélenchon à Matignon. Rien dans la Constitution, fait-il observer, ne m'impose de nommer telle personnalité plutôt que telle autre. C'est vrai, il pourrait appeler Alexis Corbière, François Ruffin. Ouais. Voilà pour Mélenchon. Alors, il y a eu, on va parler un petit peu violence sexiste et sexuelle dans la politique. Il y a une émission d'hier de Mediapart. Bonsoir, nous sommes... Bonsoir Christophe Guignot. Il y a une émission qui est sortie hier sur Mediapart où, pour creuser un petit peu le sujet sur Damien Abad, figurez-vous que les victimes ont accepté de parler, donc vous pouvez avoir leur témoignage. Évidemment, c'est glaçant, mais le compte-rendu ressemble à de toute façon ce qu'on avait lu. Je rappelle que Damien Abad est quand même accusé... Ah, je peux baisser la musique, oui. C'est vrai que je peux le faire. Mais j'aime bien qu'il y ait un peu de musique au début quand je lance mes trucs. Voilà, là c'est un peu plus bas. Damien Abad est quand même accusé d'avoir littéralement drogué une meuf et l'autre de l'avoir fait boire alors qu'elle avait dit qu'elle buvait pas d'alcool. Il l'a fait boire une demi-bouteille de champagne. Donc des meufs qui étaient dans des situations, il y en avait une qui voulait devenir assistante parlementaire, qui pensait ne pas pouvoir dire non à la star montante de chez LR, etc. Enfin bon, très glauque comme dossier, mais il y a un autre dossier qui vient de s'ouvrir, je sais pas si vous avez vu passer ça ce matin. Après Damien Abad, Gilles Legendre. Le 30 mai dernier, Rachida Dati a adressé au procureur de Paris un signalement pour harcèlement sexuel. Dans le collimateur de la maire sarkozyste du 7e arrondissement, le député et ex-président du groupe macroniste Gilles Legendre, s'appuyant sur des déclarations publiques qui pointaient des comportements inappropriés du parlementaire à l'égard d'au moins une collaboratrice parlementaire, elle y demande l'ouverture d'une enquête judiciaire. Rachida Dati a confirmé au Canard cette démarche. Quant à Gilles Legendre, il n'a pas répondu à notre appel. Et puis des nouvelles d'Hidalgo. Sans transition, c'est les brèves du début du Canard. Des nouvelles d'Hidalgo. Emmurée dans son silence depuis sa pelle à la présidentielle, Anne Hidalgo a retrouvé le goût de la châtaigne. Elle ne pardonne pas à Olivier Faure son alliance contre nature avec la France insoumise aux législatives. Une alliance faite en priorité, dit-elle, pour préserver son siège de député.
Donc elle aussi, hein, comme Macron, elle dénonce l'incohérence programmatique de cette alliance, l'incohérence de cette alliance. La maire de Paris en veut surtout au premier secrétaire du PS d'avoir abandonné l'Est de la capitale à des candidats LFI et ELV, notamment la 15e circonscription de Daniel Simonet, une très proche de Mélenchon, qui a été investie par la NUPES, au détriment de l'Amiens et la Rage. Bon, ça on connaît, ça fait longtemps que ça dure. Je parlerai après les législatives, a averti Hidalgo le 24 mai devant des journalistes, et avec d'autres élus, on mettra fort en minorité au sein du parti. Voilà qui promet un joyeux congrès. Et bon, on va s'arrêter là pour les brèves, et je vais vous parler du reste du programme de ce midi. Aujourd'hui, donc on va parler en effet du printemps républicain, les espoirs déçus du printemps républicain. On va parler du CHU de Bordeaux. Qu'est-ce qui se passe encore dans les urgences c'est quoi encore ce travail? On va parler du nouveau ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, qui face au défi des recrutements des enseignants, machin. On a vu ces images, on va les regarder ensemble, de job dating dans je sais plus quel à Versailles, je crois, non, je sais plus quel rectorat. Je crois que c'est Versailles. Où voilà, des petits entretiens, on peut devenir prof comme ça un petit peu juste en ayant 3 ans d'études supérieures. Et ouais, il y a des milliers de postes à pourvoir, et pas seulement des postes de prof, hein, d'ailleurs, hein, des postes aussi de personnel encadrant, des psychologues, j'imagine, assistantes sociales, infirmières, des trucs comme ça. Donc on va regarder ça ensemble, et si on a le temps, que se passe-t-il au Mont-Saint-Michel? C'est une nouvelle enquête, une nouvelle obsession des jours. Je vous ai déjà parlé des jours la dernière fois. Ils recherchent toujours des abonnés et des abonnements pour continuer à faire vivre leur manière de faire du journalisme. Et ben il y a une nouvelle obsession, un nouveau sujet pour les jours. Et on en est à l'épisode 1 qu'on va essayer de lire ensemble, de Timothée de Raglodre, qui est spécialisé sur les questions notamment des religieux, hein, des catholiques. C'est une enquête sur les Ensoutanés, une communauté aux idées conservatrices et à l'appétit féroce a mis la main sur le Mont-Saint-Michel. Enquête en soutane et en latin. Qu'est-ce qui se passe au Mont-Saint-Michel? Hyper intéressant cette enquête. C'est que le premier épisode, donc on va voir un petit peu, parce que les catholiques, on s'en occupe beaucoup moins de savoir que de savoir s'il y a des tapis de prière dans des salles de sport. Par contre, apparemment il y a des ultra-conservateurs au Mont-Saint-Michel. On va regarder ce qui s'y passe. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour le programme du jour. On va peut-être commencer, tout simplement, par le printemps républicain. Hein. Moi, ça m'intéresse, vous savez, j'en parle pas mal du printemps républicain parce qu'il y a eu une vraie influence de ces réseaux-là pendant la première partie, pendant les premières 5 ans de Macron. Des réseaux qui sont très actifs. Host l'a lu hier. Écoutez, je le relis aujourd'hui. Je suis désolé. On va parler du printemps républicain quand même. Donc, si on n'a pas le temps, de toute façon, si on n'a pas le temps, on fera pas. C'est celui qui sautera, hein, celui sur le Mont-Saint-Michel. Mais celui-là, il saute pas. Parce que je vous ai déjà parlé du printemps républicain, cette espèce de lobby qui à la base était fondé par des gens de gauche, donc en fait juste des gens du PS, hein, rassurez-vous, c'est pas de la gauche bien vénère normalement, c'est plutôt de la gauche, voilà, habillée comme ça, là, en veste et en petite chemise. C'est un col Mao, ça? C'est un col Mao, en effet. Qu'est-ce que je disais? Je vais peut-être refaire du café, moi, parce que j'ai déjà bu une cafetière, mais peut-être que j'ai besoin d'une deuxième cafetière pour tenir ce live. On verra à la fin de cet article. Emmanuel Macron en a promu les relais les plus influents au sein du gouvernement lors de son premier quinquennat. Donc des gens comme Blanquer, Schiappa, qui à la base était pas trop printemps républicain et a fini par devenir une des plus vénères. Il a accepté sans réserve, Macron, le soutien de ses principales figures pendant la campagne présidentielle. Il a laissé planer le doute pendant plusieurs mois quant à l'investiture d'une dizaine de ses membres sous la bannière Ensemble aux élections législatives. Il faut savoir que le printemps républicain, à la base, c'est un lobby islamophobe, hein, c'est ça leur cœur de métier, c'est l'islamophobie de gauche normalement, mais à la fin il n'y avait plus tellement une histoire de gauche ou je sais pas quoi. Donc du coup, voilà, ils sont devenus un parti. Et à partir du moment où ils sont devenus un parti, ils espéraient des places, des investitures, ils espéraient que Macron leur rende un petit peu l'appareil, parce que non seulement ils avaient été un petit peu intégrés au délire Macronos, mais en plus ils l'avaient soutenu à fond, des gens venus du PS, des gens comme Brice Couturier, ancien rocardien, voilà, qui a été longtemps influent sur France Culture, avaient tout donné dans leur soutien à Macron. Mais quand je dis tout donné,
ils en étaient à faire de la lèche, quoi, vraiment, à Macron. C'était terrible. Et puis, là, il n'y a pas eu de récompense, quoi. Comment ça se fait ? Donc, en leur refusant les circonscriptions auxquelles ils prétendaient et les postes auxquels ils aspiraient dans la nouvelle équipe gouvernementale, le chef d'État leur a infligé un camouflet. Entre M. Macron et le mouvement politique fondé en 2016, partisan d'une laïcité dite de combat, bon vous comprenez, des islamophobes, présidé par Amin El-Khatmi et cofondé par Gilles Clavreul, la rupture est-elle consommée ? Est-ce le signe d'un revirement du président de la République sur la question ? Parce que ce qui a été aussi souligné, c'est que Macron, certes, au début, était moins islamophobe que les autres. Quand je parle au début, c'est 2015, 2016. C'était pas trop son truc, le valsisme, parce qu'à cette époque-là, c'est très le valsisme, le printemps républicain. Valls est très fan, eux-mêmes étaient fans de Valls, voilà, vous voyez l'idée. Macron, c'était pas trop son truc, et il a apparemment fini par se convertir. Mais là, s'il les rejette aujourd'hui, il faut quand même se rappeler de ce qu'il a dit. Après, on sait que Macron, c'est le en même temps, il peut dire une chose et son contraire, mais il est un peu rentré dans le délire des chercheurs qui fractureraient la société en deux, machin, tout ça. Il a un peu soutenu ce truc-là, on déboulonnera pas de statut, attention les woke, quoi, en gros. Il est un peu parti là-dedans. Parce que, évidemment, vous vous doutez bien, le printemps républicain, ils sont pas que islamophobes, ils sont anti-woke, machin. Ça va de soi, ça rentre avec. Donc, entre la défense d'une laïcité dure, portée principalement par l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, chantre de la lutte contre le wokisme et l'islamo-gauchisme, Marlène Schiappa, ancienne ministre déléguée chargée de la citoyenneté, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et celle d'une laïcité, donc ça c'est la laïcité dite dure, et celle d'une laïcité dite libérale, incarnée par les ex-socialistes Richard Ferrand et Christophe Castaner, le président de l'Assemblée nationale et le chef de file des députés LREM, et dont beaucoup disent qu'elle est partagée par le président en son fort intérieur, donc apparemment en lui-même, bon, il est moins islamophobe que les autres, la Macronie n'a jamais tranché, c'est le et en même temps. Ni Emmanuel Macron, qui a laissé les deux lignes exister tout en encourageant les partisans de la première, donc la ligne printemps républicain, disons-nous, du moins jusqu'aux investitures pour les élections législatives et aux nominations du gouvernement d'Elisabeth Borne. Le printemps républicain et ses proches croyaient dur comme fer à leur sacre. Sur deux, trop sur deux peut-être. Depuis plusieurs années, ils font infuser leurs idées au sein des institutions publiques, gagnent en influence, placent leurs partisans dans les cabinets ministériels. Ils avaient fini par exercer une véritable police de la pensée, dénonce un fin connaisseur du sujet. Témoignage de tensions qui persistent sur la question, l'homme préfère garder son anonymat. Alors les tensions, c'est que le printemps républicain s'était fait une spécialité d'accuser, notamment sur Twitter, sur Internet, d'accuser les gens, dès que tu disais un truc qui était pas trop laïcité de combat, ils te disaient que t'étais complice de l'islamisme, en gros. Donc limite, t'étais allié d'Edoui Plenel et de son islamo-gauchisme et je sais pas, et des terroristes, en gros. Et donc c'était un climat de terreur qu'ils avaient fait vraiment régner sur... Il y avait un long article qui était sorti, je sais plus sur quoi c'était l'article, c'était sur Vice, c'était sur... Vraiment une longue enquête sur le printemps républicain. Est-ce que vous vous souvenez d'où elle était sortie cette enquête ? Parce que ça racontait bien ce climat d'angoisse qu'avaient les gens, ne serait-ce qu'à oser parler du printemps... Sur Slate, c'est ça. Je dis sur Vice, c'est sur Slate qu'il y avait une longue enquête qui était intéressante là-dessus, qui racontait bien pourquoi les gens avaient peur de parler, quoi. Il y avait aussi une petite enquête qui était parue dans C'est Politique, qu'on avait regardé ensemble ici, et qui montrait bien aussi, pareil, ce climat qui faisait régner, qui faisait que personne n'osait dire du mal du printemps républicain, sinon, déjà, ils avaient des réseaux, quoi. C'est-à-dire des relais au gouvernement, des relais ici, là, dans la presse, machin. Tu te faisais pourrir et t'étais accusé, t'étais mis au banc, ça y est, t'étais islamo-gauchiste, quoi. Donc très dur. Donc il y a encore aujourd'hui des gens qui préfèrent garder l'anonymat quand ils en parlent. Comme d'autres, le témoin veut s'épargner d'être à nouveau la cible du pilonnage du printemps républicain sur les réseaux sociaux. Fort de leur appui à Emmanuel Macron, ils ont œuvré en coulisses à l'investiture de leurs membres. Ils étaient partout, dans toutes les réunions du parti, à réclamer des circonscriptions, des mesures, des prises de parole du président, à demander sans cesse qu'il se prononce officiellement contre le port du voile dans l'espace public, parce qu'évidemment, ils sont sur une ligne Le Pen là-dessus, il n'y a pas de... tu leur demandes, ils veulent interdire le port du voile dans l'espace public, point barre. Raconte Lova Rinel, porte-parole du collectif Pluriel, proche du chef de l'État, ex-présidente du conseil représentatif des associations noires et candidate ensemble dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis.
au point d'excéder de nombreux marcheurs et surtout de casser les pieds d'Emmanuel Macron. Pour les cadres de... Alors, évidemment, hein, le truc de la laïcité de combat, machin, la meuf, si elle était... elle était proche, ex-présidente du CRAN, hein, du Conseil représentatif des associations noires. Le CRAN, typiquement, c'est, ou le CRAN, ça dépend, c'est typiquement le genre d'assaut que n'aimait pas le Printemps républicain, parce que ça, c'est les fameux antiracistes qui sont en réalité les vrais racistes, parce que le Printemps républicain partait à la chasse aux racialistes, etc. Hein. Donc bon, évidemment, ça, c'est le genre de meuf qui a dû être saoulée par l'influence qu'ils avaient dû prendre. Apparemment, ils ont aussi, donc, le Printemps républicain a fini par casser les pieds d'Emmanuel Macron. Pour les cadres de la majorité à la manœuvre dans la répartition des circonscriptions, l'aspiration à la députation d'une partie des membres du Printemps républicain a surtout été perçue comme un risque majeur. Difficile de gérer un groupe parlementaire avec ses profils parfois jugés incontrôlables aux prises de position particulièrement clivantes. Incontrôlables parce que obsédés par les musulmans. Tout simplement. Donc ça, c'est clivant. Mais on peut dire incontrôlable et clivant, si vous voulez. On peut euphémiser comme le fait Le Monde, enfin, comme le fait, comme le font les macronistes. Hein. Ils disent, bon, ils sont un peu clivants, hein, ils sont un peu incontrôlables. Là, ils sont juste furieusement islamophobes, ils n'ont que ce sujet-là. Bref, au grand regret du député LREM de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, qui poussait depuis des mois pour la candidature de sa grande amie, l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El Razaoui, grande amie de Papacito aussi, donc publié chez Ring, etc. La militante opposition très tranchée sur l'islam avait opposition très tranchée sur l'islam. Alors là, on a des euphémismes aujourd'hui qui sont quand même de compète. Hein. Opposition très... On va essayer de noter les euphémismes. Avait affiché son soutien à M. Macron le 15 janvier dans un message sur Twitter. Une surprise pour ses partisans dont certains l'estimaient davantage proche de l'extrême droite. Oui, c'est vrai, tiens, moi aussi, j'avais cette idée-là, bêtement. Emmanuel Macron est de tous les présidents de la République française celui qui a poussé le plus loin les lignes de la dialectique. A-t-elle déclaré... Quoi ? Ça veut rien dire ? A-t-elle déclaré sur LCI le même jour en évoquant la loi sur le séparatisme et la lutte contre l'islamisme radical. Le début d'une campagne médiatique où la militante cherche à imposer son nom. Et vous les avez poussés jusqu'où, les lignes de la dialectique ? Je ne comprends pas ce que ça raconte. Fin de partie le 9 mai sur France Info. À aucun moment, sa candidature n'a été envisagée. Assure alors Christophe Castaner. L'hostilité des relais et autres militants LREM dans la 10e circonscription des Français de l'étranger, puis de la 9e, Maghreb et Afrique de l'Ouest, où Madame El Razoui espérait atterrir, ont eu raison de ses ambitions politiques. Amine El Khatmi, dont le nom a été évoqué donc pour faire face à l'ex-marcheur Aurélien Taché dans le Val d'Oise. Alors Amine El Khatmi, profil très particulier, ancien du PS. Je crois qu'il y a un épisode de Striptease qui existe sur Amine El Khatmi, très jeune. Je sais pas si on peut le trouver. À l'époque, il était fan de Ségolène Royal, en 2006. Jeune militant du PS qui avait des photos de Ségolène Royal dans sa chambre. Est-ce que ça existe encore ce truc parce que c'est goldé comme archive. Amine El Khatmi, je sais pas, est-ce que c'était un striptease ou c'était une autre émission documentaire comme ça? Mais oui, regardez, un petit extrait de 3 minutes. Aujourd'hui en France, dans un pays censé appliquer les droits de l'homme, on refuse de donner un emploi à quelqu'un parce qu'il n'a pas le bon nom, parce qu'il n'a pas la bonne couleur de peau, parce qu'il n'habite pas dans la bonne zone. Alors je vous rassure, il ne dit pas ça aujourd'hui. Hein. À l'époque, il était plutôt dans l'antiracisme de la ségosphère, exactement. C'était complètement la ségosphère, c'était un des jeunes talents du truc. Et il disait pas, aujourd'hui, il dirait plus ça comme ça. Hein. Il dirait que les antiracistes vont trop loin, voilà, que la République ne voit pas les couleurs, etc. Mais à l'époque, le mec était woke. Hein. Et, chère Ségolène, cette République du respect que nous voulons construire avec toi, eh bien, j'espère qu'elle intégrera le respect comme élément central de la réconciliation avec la jeunesse. Je vous remercie. Tu viens d'où? En ville. En ville? T'as vu ce que j'ai mis? À la force. J'ai fait ta chambre, j'ai trouvé tout ça. Mais écoute, j'en ai pas beaucoup en plus de ça. Là, il y a le moment un peu gênant avec sa mère. C'est un peu tellement vrai, quoi. Tellement vrai. Mon fils est fan de Ségolène Royal et j'en peux plus. Et donc, il y a des affiches de Ségolène Royal partout et sa mère qui va lui dire des trucs genre « Tu préfères Ségolène Royal à moi, c'est ça ?» Enfin, vous voyez, c'est vraiment... Bon, c'est un peu gênant. Donc, on va arrêter là pour Amine.
hein, Amin El Khatmi, donc du coup, mais maintenant il a trouvé sa voie, dans la foulée de Valls et tout, il a rejoint le Printemps républicain, dont il est aujourd'hui le président. Vous voyez comme les temps changent, hein, il y a des... alors attendez, tac, il est où mon article? Voilà, il est là. Vous voyez comme les temps changent. Bon. Amin El Khatmi, Gilles Clavreul ou encore l'écrivaine Rachel Kahn ont connu le même sort. Vous avez vu, il y a eu des rumeurs qui avaient tourné comme quoi Rachel Kahn pourrait avoir le ministère de la Culture. François Bayrou, le président du MoDem, avait pourtant plaidé la cause de cette dernière auprès d'Emmanuel Macron, espérant faire d'elle l'un des nouveaux visages du parti centriste au gouvernement. La non-reconduction de Marlène Schiappa, de Sarah El Haïry, de Frédéric Vidal, également porte-voix de la cause laïque offensive, ainsi que le remplacement de Jean-Michel Blanquer à l'éducation par l'historien Pape Ndiaye, spécialiste de la minorité noire, sont pour certains le signe d'un désaveu du chef de l'État. Pas pour Monsieur Clavreul. Monsieur Clavreul qui dit « Je sais bien que Monsieur Ndiaye n'appartient pas à la mouvance décoloniale. Rien ne justifie les attaques de l'extrême droite dont il fait l'objet. On le jugera à ses actes. En attendant, nous n'avons pas reçu de signaux d'éviction ou de changement de cap. » Bon, Gilles Clavreul, positive. Les candidatures... ceci dit, il a raison. Ndiaye appartient pas à la mouvance décoloniale. Vous l'avez sans doute lu ailleurs. C'est pas le wokisme en marche, quoi, si tu veux. Qui est l'auteur de l'article? J'ai pas cité l'auteur ou l'autrice. Je suis impardonnable. Elles sont deux, Louise Couvelère et Mariama Daramé. Ou Daram, je ne sais pas. Donc, on en était à Gilles Clavreul qui essaie de positiver. Non, on n'a pas été dégagés comme des merdes. Non. Les candidatures de M. Blanquer dans le Loiret, de l'ex-premier ministre Manuel Valls chez les Français d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco, de Marika Brett, ou Bré, ex-DRH de Charlie Hebdo à Toul, ou encore d'Astrid Panossian-Bouvet, cofondatrice d'En Marche et veuve de Laurent Bouvet, le fondateur du Printemps républicain, ne suffisent pas à masquer l'affront. Donc il y a quand même des candidatures, après il faut voir si c'est des trucs gagnables. Putain, il y a la veuve de Laurent Bouvet, ça je l'apprends. Je savais pas qu'il y avait la veuve de Laurent Bouvet, qui était le pape un peu du Printemps républicain. Un peu leur théoricien. Oh, c'est dur le matin, putain. Donc, ni le maintien de quelques députés sortants affiliés au mouvement, des marcheurs comme François Cormier-Bouligeon dans le Cher, Jean-Baptiste Moreau dans la Creuse, ou Aurore Berger, qui se représente dans les Yvelines mais n'a pas obtenu de poste au gouvernement malgré les rumeurs. Aurore Berger qui donnait tout à l'époque sur un groupe WhatsApp de fans de Blanquer, de fans de Jean-Mimi, et il y avait un peu toute la troupe Printemps républicain justement. L'intellectuel Raphaël Enthoven, bah oui, lui aussi il est dans la mouvance exactement. L'intellectuel Raphaël Enthoven, proche du mouvement, a fait part de sa contrariété sur Twitter le 21 mai. Telle une chenille qui refuserait de muter en papillon, le macronisme a ostensiblement tourné le dos à tous ceux qui, sans ménager leur loyauté, voulaient lui donner une colonne vertébrale. C'était la première fois que nous appelions à voter pour un candidat, rappelle M. Clavreul, qui ne cache pas sa déception. Mais nous continuons à dire que nous sommes disponibles. Oh, les crevards. Ça, c'est vraiment l'esprit Valls, quoi. C'est vraiment des Valls mentaux, quoi. Dans l'attente d'un éventuel remaniement après les législatives. Pour nous, la question est enfin tranchée, se réjouit Lova Rinel, qu'on a vu un peu plus tôt, c'est une proche du président. Attends, c'est elle qui était au crâne? Je me rappelle plus. On essaie de lire le truc bien, parce que moi, je me perds, là. Mais je vais refaire un café, quand même. Qui c'est qui était au crâne? Oui, c'est elle, oui, c'est ça, je me suis pas planté. Donc, elle a dit, on est enfin débarrassé, elle a dit, un truc comme ça. Voilà, pour nous, la question est enfin tranchée, se réjouit Lova Rinel. On va peut-être enfin pouvoir mener de vraies discussions sur le sujet au sein du parti et construire une ligne cohérente. Mais les revers d'un camp ne signifient pas pour autant la victoire de l'autre. Certains observateurs parlent de la période comme d'un temps suspendu. D'un entre-deux qui n'a... Bah, il y a les législatives. Un entre-deux qui n'a toujours pas permis de lever le voile sur l'ambiguïté du président de la République en matière de laïcité, d'inégalité, de racisme et de discrimination. Emmanuel Macron constate qu'il y a une demande pour la fermeté face à l'islamisme. Il garde Gérald Darmanin. Il y a aussi une demande pour une ligne plus ouverte face à la question des minorités. Il nomme Pape Ndiaye. Analyse l'essayiste Hakim El Karoui, auteur en 2018 de L'islam, une religion française chez Gallimard. Je pense qu'il a sa ligne à lui par ailleurs, mais il ne l'imposera pas. Il laissera coexister les deux autres, il arbitrera en fonction des circonstances. Donc voilà, Macron
a sans doute sa ligne à lui, mais ça le motive pas assez sur le sujet pour qu'il impose sa vision des choses, quoi. C'est pas comme je sais pas, les trucs économiques, tu vois, où là vraiment il sait où il va, quoi. Là, il voit bien où il pourrait aller, mais à la limite on s'en branle. S'il faut faire plaisir aux fachos, on fait plaisir aux fachos. S'il faut donner des gages de temps en temps au wokisme, on donne des gages au wokisme. Voilà ce qui se dit dans sa tête, quoi. En réaction à la nomination de Pape Diaye, des figures de la majorité, comme l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement ou le député modem Jean-Louis Bourlange, ont publiquement, alors eux ils sont plutôt printemps républicain, ont publiquement mis en garde Emmanuel Macron sur ce en même temps. Un débat qui s'est instauré à coup de 140 signes entre les universalistes et les différentialistes est quand même très très manichéen, souffle Anne-Christine Lang, députée de Paris et proche de Jean-Michel Blanquer. Pourquoi faudrait-il choisir entre l'universalisme et la lutte contre le racisme et les discriminations ? Bon bah voilà, c'est pas tranché, hein. Oui c'est ça, c'est temporaire en attendant les législatives, quoi. C'est exactement ça. Bon, moi, va falloir que je me refasse du café. Et est-ce que je vous... Non, c'est bâtard. J'allais dire, est-ce que je vous laisse devant Amine El Khatmi et son délire Fanzouz Ségolène Royal ? Ou est-ce que c'est vraiment abusé et je trouve autre chose pour vous mettre devant Je sais pas, ça vous fait marrer ou c'est trop gênant ? Non, hein. Non, hein. Bah vous cherchez Amine El Khatmi striptease et puis voilà, vous regarderez de vous-même. Qu'est-ce que je peux vous mettre le temps que je fasse un café et que je mange un truc, là ? Qu'est-ce qu'on me propose ? Qu'est-ce qu'on me propose sur YouTube ? Je sais pas, y a pas un truc sur Blast, y a pas un truc... j'ai pas envie de mettre comme ça en casu l'extrait de... J'ai pas envie de mettre à l'air libre parce que bon, ça mérite ça mérite mieux comme qualité d'écoute, j'ai envie de dire. C'est qui disait ça là ? Tac. Attends, je vais regarder ce qu'il y a sur Blast, il y a peut-être un truc sur Blast. Hop. Les dissidents... Qu'est-ce qu'elle a fait, Salomé ? Ah ouais, immersion dans les sphères complotistes. Ah, sinon, tiens, oui, ils font un format Blast, ils font un nouveau format, le Zap de Blast. Je vais vous mettre celui qui est paru hier, qui en gros vous résume les éléments de langage. Ça, c'est très bien, parce que ça dure 7 minutes ou 6 minutes, c'est pile ce qu'on a envie de pas plus. Et voilà, je vous laisse avec le Zap de Blast sur l'affaire Abad, mais avec les éléments de langage de LREM en 4 minutes 52 apparemment. Alors il y a marqué en 4 minutes 52, la vidéo fait 6 minutes 9, donc c'est pas au point Blast encore. Hein. Très clair, sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle, il ne peut y avoir aucune impunité. Nous n'avons aucune tolérance, aucune impunité pour les délinquants sexuels. Tolérance zéro pour les délinquants sexuels. Tolérance zéro pour les délinquants sexuels. Avec une tolérance zéro pour les délinquants sexuels. Il n'y aura aucune impunité, aucune, pour des auteurs de violences sexuelles. Un autre dont on parle beaucoup depuis sa nomination, c'est celle donc du chef du groupe à l'Assemblée des Républicains, Damien Abad. Sauf que nos révélations sur les viols dont il est accusé embarrassent déjà la majorité à peine installée. Léna, les faits présumés sont graves, on parle de viol. Un homme innocent doit-il démissionner ? Je ne crois pas. Est-ce que vous soutenez votre ministre, délégué aux solidarités et au handicap, Damien Abad, qui est au centre, on le sait, d'accusations de violences sexuelles ? Des associations féministes ont manifesté hier. Je ne me prononcerai pas là-dessus, ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Je n'ai pas à soutenir ou ne pas soutenir, je ne me prononcerai pas là. Mais ce n'est pas à moi de me prononcer. Je n'ai aucune opinion sur ce sujet. Nous n'avons pas de commentaire à faire. Ce n'est pas à moi d'en dire plus. C'est par votre bouche que j'apprends cette information. Moi-même, je n'étais pas au courant. Je ne sais rien de cette affaire. Je n'ai aucun... C'est pas mal finalement comme format. Je trouve la musique un peu casse-couille. La musique elle est un peu casse-couille, mais le format il est intéressant de faire un petit zap où tu mets un zap très découpé où tu tries un peu pour montrer qu'ils disent tous la même chose et que c'est des éléments de langage. C'est pas mal foutu, non ? Éléments. Je conseille évidemment Léa, alors pas Léa Salamé, Léa Chamboncel dans Backseat jeudi. Face à Clément Beaune qui est revenu sur tous ces trucs-là et a contré un certain nombre de ses arguments, la justice, etc. Une Léa particulièrement remontée contre, si vous voulez, on regardera un petit bout pour la prochaine pause, mais une Léa particulièrement remontée contre ce genre d'éléments de langage en particulier.
et dire où est la vérité. La justice doit travailler, doit établir la vérité. Là, il s'agit du parti politique qui envisage, ou un membre du gouvernement qui envisage d'investir ou de donner une fonction à une personne. C'est pas le problème de savoir si on le poursuit ou pas. La premier acte de prévention, c'est de dire pour le parti, nous n'allons pas l'investir. C'est la justice qui tranche, et si la justice, après avoir examiné, considère que la personne n'est pas en cause, dans ce cas-là, il n'y a plus de sujet. Ni vous ni moi, nous sommes capables de trancher une situation qui relève de la justice et où la justice a pris position et a prononcé un non-lieu. Une plainte qui a été classée sans suite. Des affaires classées sans suite. L'affaire a été classée sans suite. Une affaire classée sans suite. Pour le moment, la règle de droit, c'est la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. C'est le respect de la présomption d'innocence. Il y a une présomption d'innocence qu'il faut respecter. La présomption d'innocence, elle est totalement bafouée. On confond dans cette situation la présomption d'innocence et le fait de promouvoir des personnes mises en cause. Ça n'a aucun lien en fait. Évidemment, il y a la présomption d'innocence, mais on oublie souvent de parler de la présomption de sincérité, qui est quelque chose de reconnu par l'ONU. Pour la petite info, il va y avoir un grand congrès de la CGT en 2023. Apparemment, Martinez ne se représentera pas. Nous vivons le dernier rush de Martinez. Il y aura quelqu'un d'autre à la CGT d'ici pas longtemps. Enfin, d'ici un an et quelques. Les personnalités responsables sont tellement souvent ciblées. Moi, je déteste, je vous le dis, le tribunal médiatique. Ces procès sur la place publique sont terribles. Tous ces gens qui sont des procureurs sont terribles. Ce sont des règlements de compte. L'observatoire, c'est quoi? On a l'impression, ça ronfle. C'est les gens de MeToo qui ont monté ça. C'est-à-dire la possibilité de fomenter n'importe quelle accusation, n'importe comment. Et les gens de MeToo, c'est qui les gens de MeToo? Les gens de MeToo. Tu sais, les MeToo, c'était tout le monde, hein. Enfin, c'était les femmes, quoi. Le lendemain, vous vous retrouvez dehors. Ça veut dire autrement que sur tout responsable, vous pouvez monter n'importe quelle opération et qu'il suffit d'une opération de manipulation. Dans ce cas-là, n'importe qui peut envoyer un truc à Mediapart et dire un tel m'a violé, Macron m'a violé. Il y a un côté manip qui me semble pas acceptable. La manipulation politique. Des femmes qui ne donnent pas leur identité. Des gens qui disent des années plus tard, oui mais j'ai pas vécu ça comme il faut, etc. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est dans le sillage du mouvement MeToo. Putain, quand t'en viens à être défendu par Finkielkraut, c'est que t'as vraiment fait de la merde, quoi. Parce que Finkielkraut, il est de tous les combats d'arrière-garde, quoi. Il a défendu la pédophilie, il a sorti des trucs horribles, alors que ce soit Matzneff, Polanski, des trucs genre, vraiment, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un enfant, c'est un adolescent, machin, à 14 ans, ça va, enfin vraiment vraiment le pire, je sais pas pourquoi on l'invite encore, ce mec-là, quoi. Une volonté d'émanciper la justice de la justice. Il n'y a rien de plus cruel que d'être accusé de terribles crimes de cette nature quand on est innocent. Traîner quelqu'un dans la boue médiatique alors qu'on ne connaît pas les choses. Si notre société conduit aux innocents à démissionner, c'est quelque chose qui est quand même assez commun. L'acharnement contre Damien Abad me remplit d'un sentiment de stupeur et de dégoût. Des femmes parlent, des victimes parlent, mais si ceux qui tiennent le système ne rompent pas le silence, vous voyez, on est toujours dans ce climat d'omerta. Une fois qu'elles ont parlé, elles sont grillées du monde politique. Elles doivent changer de vie. Le président de la République n'a jamais parlé sur ces affaires. Sur Nicolas Hulot, il n'a jamais rien dit. Sur Gérald Darmanin, il n'a jamais rien dit. Et à un moment, c'est pas à M. Abad de s'auto-démettre. À un moment, c'est à ceux qui sont en haut du système. C'est à eux de casser le silence. Moi, j'ai quand même la rage au fond de moi. Et je me dis, est-ce qu'il faut que je hurle à un moment pour qu'on entende que le milieu politique est un milieu propice aux violences sexistes et sexuelles, à une domination de l'homme sur la femme. Il est vachement bien... Il est vachement bien leur format, en vrai, je trouve. J'en avais regardé qu'un, j'avais fait ouais, c'est un peu hystérique quand même comme montage, mais en fait c'est pas mal. C'est pas mal sur des sujets, ça permet de bien voir qu'est-ce qui revient tout le temps comme argument, comme truc. Le fait qu'ils racontent un peu tous la même chose. Bon. Maintenant, on va passer au job dating. Parce que maintenant on peut être prof pour assez facilement. Et je vais remettre ma caméra. Tac. Voilà. J'ai mon café, tout va bien. Donc, voici le rectorat, on est à Versailles. Et Versailles, pour la première fois, plutôt que les concours classiques pour devenir prof, machin,
se permet de recruter des vacataires, hein, comment on appelle ça, des contractuels, se permet de recruter des contractuels en speed dating de job. Bienvenue, venez. Rectorat de Versailles ce matin. Une trentaine d'aspirants professeurs attendent de passer leur entretien d'embauche pour devenir contractuels. Pour postuler, un bac+3 suffit. Les candidats ont donc des profils éloignés de l'enseignement. Et puis parfois on voit aussi que, mine de rien, je crois qu'ils savent pas trop où ils foutent les pieds. Hein. Ça se voit, vous allez voir, il y a un mec qui parle juste après, ça se voit qu'il sait pas tellement ce que c'est que d'être prof, quoi. Voilà, donc j'ai complètement bifurqué, je me suis arrêtée et puis j'ai repris. Je me suis dit, c'est les temps de travailler avec des grands enfants, c'est bien. J'ai eu 4 enfants, je me suis occupé d'eux. Déjà, ça part mal. Hein. Ouais, je peux être prof, j'ai eu des enfants. Ouais, c'est pareil, ouais. Ça m'a intéressé de faire le programme de maths avec eux. Et puis, j'ai atteint la cinquantaine, donc je me dis qu'il faut peut-être changer un petit peu de vie, avoir un autre rythme. Ça m'a buté. Faire un autre rythme. J'atteins la cinquantaine, j'ai envie de lever un peu le pied. Prof, ça a l'air cool, il y a des vacances, ça a l'air facile, donc on y va, quoi. Non, je suis pas méprisant, je trouve que c'est eux qui se font pas encore, je crois qu'ils candidatent à un truc où ils savent pas où ils foutent les pieds, quoi, vraiment. Fiona Anselmo est accompagnatrice d'enfants en situation de handicap. Elle est venue tenter sa chance, 30 minutes, pour devenir enseignante en primaire. Est-ce qu'il y a des compétences qui sont différentes entre, par exemple, une opportunité pour elle, même si elle comprend que la démarche peut étonner. Ils font 5 années d'études et qui passent le concours. Mais, vous voyez, moi, j'ai pas fait ça. Mais en même temps, je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de le faire parce que je pense que je pourrais être une bonne enseignante. L'opération se fait en partenariat avec Pôle emploi. Quel profil aussi ça va attirer, quoi. Je pense que je peux être une bonne enseignante. Bah écoute... Oui, toi peut-être, mais non, vraiment, il y a le truc de... moi, c'est pas... Je veux pas rentrer parce qu'il y a les profs qui sont un peu en feu en disant « Ah, ces connards qui vont nous remplacer, machin, ils sont envahis de contractuels de partout, et c'est à cause d'eux, ça va revoir le métier, les conditions du métier... le prestige du métier aussi à la baisse, machin, et il y a des profs qui ont des réactions de connards hein, sur Twitter, il y a pas à chier. Par contre, c'est vrai que moi je trouve aussi que ces nouveaux candidats prennent ça... j'ai un peu peur des profils que ça va attirer entre ceux qui savent pas où ils foutent les pieds, qui vont tenir 3 semaines, et ceux qui viennent pour jouer aux flics dans les classes là, parce qu'ils se font une certaine idée de l'école et machin, et vu qu'il n'y a pas de formation et qu'ils vont être balancés dans la classe, on va avoir des profils qui vont dans tous les sens, quoi. Au total, l'Académie de Versailles propose 2000 postes à pourvoir dès la rentrée. Lui, ce qui compte, c'est une réponse très rapide, parce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi disponibles. Donc une fois qu'il y a la motivation, il faut un entretien rapide et une réponse rapide. Les syndicats dénoncent ces recrutements. Selon eux, ils précarisent le métier et font baisser le niveau. Ouais, en même temps, est-ce qu'on peut tout à fait leur donner tort ? Alors le niveau de quoi ? J'imagine que c'est le niveau des élèves. Si on a des profs pas formés en face d'eux, oui, ça se tient. Hein. Mais bon, ça c'est le premier dossier brûlant pour le nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, en face du défi du recrutement des enseignants. Des milliers de postes sont à pourvoir pour la rentrée de septembre. Les porte-paroles syndicaux s'interrogent sur la feuille de route de la rue de Grenelle. Positionner un enseignant devant chaque classe, c'est l'exercice habituel auquel s'attellent rentrée après rentrée les ministres de l'Éducation. Un défi de taille pour faire coïncider dans chaque école, collège, lycée, l'affectation d'un gros million de personnel, dont 800 000 enseignants, à celle de 12,5 millions d'enfants et d'adolescents. Et ça se répète, bon an mal an, à chaque rentrée de septembre. Mais à 3 mois du jour J, la situation dont hérite Pap Ndiaye, tout juste nommé rue de Grenelle, n'a rien d'habituel. Jamais, de mémoire de syndicats d'enseignants, la crise du recrutement n'a semblé aussi aiguë. L'alerte a été donnée à plusieurs reprises durant la crise sanitaire, laquelle a vu l'institution multiplier les appels en direction des contractuels, des retraités, des étudiants, sans toujours trouver de volontaires. Elle résonne de nouveau depuis qu'ont été communiqués mi-mai les premiers résultats aux épreuves d'admissibilité des concours de l'enseignement. Quelques 10 600 postes sont à pourvoir en primaire et 13 690 dans le secondaire, mais à ce stade du recrutement, autrement dit à l'issue des écrits et avant l'étape des oraux convoqués jusqu'en juillet, le manque de candidats est déjà alarmant, puisque les admissibles sont parfois moins nombreux que le nombre de postes ouverts. Du jamais vu, martèle-t-on dans les centrales syndicales. Une situation exceptionnelle et ponctuelle, leur oppose-t-on au ministère de l'Éducation. La réforme des concours lancée sous le précédent quinquennat et qui a reporté d'1 an
de la fin du Master 1 à la fin du Master 2, le passage des épreuves pour les aspirants professeurs a un impact mécanique sur le vivier, défend-on à la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, l'un des principaux services du ministère. On y reste optimiste, la baisse des candidats cette année a été écrite d'avance, donc c'est juste cette année en fait, parce qu'ils ont décalé, maintenant on peut plus la passer à la fin du Master 1, le concours, le concours, on est obligé d'attendre la fin du Master 2, donc du coup il y a une année où ceux qui auraient pu le passer le passent pas, et le passeront l'année d'après. Donc eux ils disent que c'est juste cette fois-ci, à voir, nous dit l'article. En attendant, sur le terrain, on s'organise. Dans l'Académie de Versailles depuis ce lundi et avant ça à Toulouse, à Montpellier, les rectorats parient sur des job dating et des embauches en CDD pour pallier les manques de professeurs titulaires à venir. Ceux-ci sont d'ores et déjà prévisibles dans certains territoires, dont l'Île-de-France plus que dans d'autres, plus aussi dans les disciplines dites déficitaires, les mathématiques, le français, l'allemand, ce trio terrible comme disent les enseignants. Mais aucun niveau, de la maternelle au lycée, ne semble aujourd'hui épargné. Le taux de présence aux premières épreuves écrites du concours du professorat des écoles atteigne l'un des plus bas niveaux de l'histoire, a averti dès le 10 mars le SNUIPP-FSU, syndicat majoritaire aux primaires. 10 jours plus tard, sur le perron de l'hôtel de Rochechouart, Jean-Michel Blanquer transmettait cet épineux dossier avec d'autres à Pape Ndiaye. Mais que peut et qu'en pense le ministre à peine nommé, plus porté sur l'histoire sociale que sur les questions de RH. Lui, dont la nomination a été saluée au sein de la communauté éducative comme un symbole de changement, peut-il infléchir le cours d'une rentrée préparée par son prédécesseur, autant dire pas préparée? A-t-il les moyens budgétaires et les marges de manœuvre pour le faire? On a vu apparemment que ils allaient peut-être débloquer du pognon encore. Elisabeth Borne serait bien inspirée en tout cas de pousser à ça. C'est elle qui fait les arbitrages normalement. Alors dans le chat vous dites en fait faut rendre la fonction plus attractive, salaire, conditions de travail, et ils décident de la rendre encore moins attractive, c'est exactement ça. Hein. De toute façon ils s'en foutent, hein, leurs enfants ils sont pas dans le public. C'est vraiment ça, hein, le fond de l'affaire, c'est que là on parle du public, hein. On parle du service public. Ah bah le service public se dégrade, bah ils s'en foutent, leurs enfants sont pas dedans. Donc ça c'est le service public, service minimum. 10 jours plus tard, donc ça on l'a vu. C'est avec ces questions bien en tête que les porte-paroles syndicaux ont abordé leur traditionnel premier rendez-vous avec le nouveau ministre de tutelle, la FSU majoritaire en tête, l'UNSA, la CFDT, le SNALC dans la foulée, les 24 et 25 mai, donc ils en sont ressortis avec le sentiment partagé d'avoir été écoutés, mais sans réponse ni inflexion claire, ou alors toute symbolique. Monsieur Ndiaye a reconnu l'existence d'une crise de recrutement, c'est un progrès, rapporte Jean-Rémy Girard du SNALC. Avant lui, on nous répétait au ministère que la baisse du vivier était conjoncturelle ou liée aux réformes en cours. Désormais, la situation est actée. Bon, au moins, ils ont admis qu'il y avait un problème. Avant ça, t'avais Jean-Michel Blanquer qui disait « Mais non, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Le problème, c'est le wokisme, etc. » Notre ministre a conscience d'une urgence, rétablir le dialogue avec les enseignants, témoigne Sophie Vénétité du SNES-FSU. Mais sur la question des recrutements, des salaires, il ne s'est pas engagé. Bah non, il attend les arbitrages. D'ailleurs, ces trucs-là vont certainement tomber après les législatives. Pour l'instant, Macron fait planer le doute. Macron a nommé Pape Ndiaye pour rassurer un peu les enseignants. Genre, allez, vous pouvez voter pour moi, j'ai viré Blanquer. Hein, je vous ai mis un intellectuel, un universitaire, au lieu de vous mettre cette espèce de super flic qui vient d'école de commerce, là. Donc bon, voilà, mais on verra après les législatives, très certainement. Même écho du SE-UNSA, Monsieur Ndiaye entend la grande fatigue de la profession et la nécessité de ne pas réenclencher de réforme chamboule tout, relève son porte-parole Stéphane Crochet. Il nous a expliqué que sa feuille de route serait construite au fil des rencontres. Ah, donc pour l'instant il n'a pas de feuille de route, il laisse entendre que c'est open. Sa feuille de route ? Plutôt celle tracée par le candidat à la réélection Emmanuel Macron, souffle-t-on dans les cercles de professeurs. Un sentiment renforcé par les premières nominations au sein du cabinet Ndiaye. Jean-Marc Huard, ancien numéro 2 de Jean-Michel Blanquer. Jean-Marc Huard, c'est celui qui était, il me semble, dans l'affaire du syndicat étudiant, du syndicat lycéen factice, là, Avenir Lycéen, qui recevait plein de pognon pour faire la promo de Blanquer et faire un syndicat de droitos. Qui en plus a détourné le pognon pour se payer des restos et tout, enfin, la fameuse affaire Avenir Lycéen, je sais pas si vous vous en souvenez, Jean-Marc Huard, il était dedans. C'était lui qui faisait le relais entre le syndicat Avenir Lycéen et le bureau de Jean-Michel Blanquer. Bon, Jean-Marc Huard, du coup, Pape Ndiaye va l'avoir dans les pattes. Julie Benetti, qui fut conseillère éducation du candidat Macron, le devient aussi. Elle devient quoi
Elle prend la direction du cabinet, voilà. Le devient aussi auprès du nouveau ministre. Le cadre est posé, il est étroit, glisse un haut fonctionnaire. Monsieur Ndiaye n'a qu'à le dérouler. Donc, il y a un haut fonctionnaire qui dit, en gros, il y a déjà une feuille de route. Monsieur Ndiaye, il y a déjà une partition au nouveau ministre de la jouer maintenant cette partition, c'est pas lui qui l'a écrite de toute façon. Il y a d'abord ce nouveau pacte promis aux enseignants par monsieur Macron à son entrée en campagne, conditionnant au moins en partie leur revalorisation à de nouvelles missions, de remplacement, d'aide aux devoirs, etc. Travailler plus pour gagner plus, on va différencier les payes. Les bons élèves de la start-upisation de l'école, ceux qui organiseront des rencontres avec les entreprises, animeront des nouveaux trucs, feront de l'aide aux devoirs, machin, prendront des heures en plus, et ceux-là seront payés un peu plus que les autres, les récalcitrants, les syndicalistes. Il y a aussi une grande concertation à organiser sur la profession et les sujets d'éducation, donc il y aura une grande concertation. Le ministre s'est engagé à mettre tout cela en musique, ce sont ses mots, sans fixer de calendrier, rapporte Catherine Navbekti du SGEN FCFDT. Il a laissé entendre, donc c'est toujours la syndicaliste qui parle, là, il a laissé entendre que de possibles premiers éléments de revalorisation seraient clarifiés dans le cadre de la loi rectificative de finances publiques, autrement dit après les législatives, mais rien de plus. D'autres à son poste avant lui, à commencer par son prédécesseur Jean-Michel Blanquer, qui a amorcé la revalorisation des professeurs lors d'un Grenelle de l'éducation, ont eu à se frotter à cette crise des vocations. Et pas seulement dans les années 2010. Horizon autour duquel les spécialistes font généralement remonter le tarissement du vivier, du fait de la réforme de la masterisation. Dans les années 70, le manque d'enseignants et le recours massif à ceux que l'on nomme alors des maîtres auxiliaires, et non pas des contractuels, s'imposent. Donc déjà dans les années 70, mais pas parce qu'on ne trouve plus d'enseignants. À l'époque, c'est la massification scolaire, l'allongement des études et l'augmentation des élèves dans le secondaire qui créent le besoin, explique la sociologue de l'éducation Géraldine Farge. Les conditions d'exercice du métier, d'affectation, de rémunération ou de mobilité qui sont au cœur de la crise actuelle ne sont à l'époque pas en cause. À l'époque, c'est juste que y a beaucoup de monde d'un coup qui arrive à l'école, donc faut recruter. Mais c'est pas juste parce que les gens veulent pas y aller, quoi. Ou qu'ils se barrent. Il y a beaucoup de profs qui se barrent. J'ai rencontré hier un prof de philo qui était contractuel et qui s'est barré aussi là, mais qui me racontait à quel point encore d'autres se barraient, quoi. Et lui, il a fait 10 mois, je crois. Bref, cette crise s'est depuis étendue à d'autres pays que la France. Dans nombre de pays d'Europe, à quelques exceptions près, l'Irlande ou la Finlande, le recrutement des professeurs pose problème depuis une quinzaine d'années. Aux recettes de la Macronie, les syndicats opposent leurs propres propositions. Un renouvellement au plus vite, voire une CDIsation des contractuels actuellement en poste, pour être sûr de les retrouver en septembre. Ah oui, en plus, ça se justifie quand même la CDIsation là. Un deuxième concours dans certaines disciplines, comme cela s'est fait dans les années 80, rappelle Madame Vénité, et pas seulement dans les académies de Créteil et de Versailles, une remise en jeu de la grille indiciaire, j'allais dire la grille incendiaire, n'importe quoi, une remise en jeu de la grille indiciaire et pas qu'aux premiers échelons, une loi de programmation pluriannuelle gravant dans le marbre les étapes de la revalorisation, mais pas de contrepartie à poser à celle-ci, donc pas en leur demandant de travailler plus, juste de la revalorisation, point. Cette voie-là, engagée par Emmanuel Macron, fait déjà office de chiffon rouge en ce début de second quinquennat. On est parti pour avoir donc, du coup des mouvements de profs qui vont râler en mode on n'est pas dans le privé là ici. Ils veulent pas travailler plus pour gagner plus, ils veulent juste gagner plus, ne serait-ce que parce que le point d'indice a été gelé depuis super longtemps, parce que vous avez vu l'inflation, on est sur du 5% là en ce moment. J'aurais dû vous mettre un article sur l'inflation aussi, putain. Un peu les boules là. Bon, ensuite, on va parler du CHU de Bordeaux. Vous avez vu qu'il y a, pas qu'à Bordeaux, je crois qu'il y a Toulouse, je sais plus où ailleurs aussi, il y a des CHU qui ont fermé leurs urgences la nuit, faute de personnel. On en est là. Aujourd'hui, on fait le petit inventaire de tout ce qui va pas, notamment dans le service public et surtout dans le service public. Mais c'est marrant cette idée qu'il y a aussi une crise de... Oui, à Orléans aussi, au Havre apparemment. C'est marrant qu'il y a une crise de vocation dans tous les métiers du secteur public. C'est marrant ça, c'est marrant. Et apparemment c'est partout en Europe. C'est un peu zinzin. Comment ça se fait ? Les urgences de l'hôpital Pellegrin régulent l'accès des patients en soirée et la nuit. Cela ne règle rien au dysfonctionnement de l'établissement, mettent en garde les urgentistes bordelais. Épuisés par leur métier, ils sont nombreux à renoncer à leur vocation. Alors pourtant, ils ont eu une augmentation, il y a eu le Grenelle de la santé, non ? Comment ils ont appelé ça ? C'était un Grenelle ? Je sais plus.
Elisabeth Borne a placé vendredi 27 mai la santé parmi les 3 premières urgences de son gouvernement, aux côtés du climat. Je crois que Macron a déclaré aujourd'hui qu'il se donnait 1 mois pour régler tout ça là. Difficile d'échapper au sujet quand les urgences craquent aux 4 coins du territoire, jusque dans les plus grands hôpitaux. Le Ségur, pardon, c'est pas un Grenelle, c'est un Ségur. C'était rue de Ségur, le ministère de la Santé apparemment. À l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, le plus important de la région, les portes des urgences sont fermées depuis le mercredi 18 mai aux patients qui se présentent d'eux-mêmes à compter de 17h jusqu'à 8h le lendemain. Ils doivent auparavant contacter par téléphone la régulation du SAMU, le 15, qui seul peut leur ouvrir les portes si elle l'estime nécessaire. Pour ceux qui se présentent tout de même à pied aux urgences et qui seraient désorientés, selon les mots de la direction, des bénévoles de la protection civile proposent un téléphone aux patients et les orientent. Quoi ? C'est-à-dire que t'arrives aux urgences et il y a des bénévoles qui te disent à appeler le SAMU devant la porte des urgences, quoi. Toutes les urgences restent prises en charge. L'effet a été immédiat sur la fréquentation du service. En temps normal, on compte 150-160 passages par jour, on est tombé à 100-110, explique la direction du centre hospitalier universitaire. C'est bien, ça veut dire qu'il y a des trucs pas traités, et des trucs qui vont juste pas être traités en fait. Et qui vont être plus graves après, quoi. C'est toujours ça, hein. Quand tu traites pas, ça veut dire que après les gens vont revenir, mais avec des trucs plus graves. Et puis il y a beaucoup de soignants qui relèvent le fait que les urgences, finalement, c'est quand tu sais plus où aller, et parfois c'est aussi quand t'as pas de médecin traitant proche de chez toi, de centre de soins autre que ce truc-là, tu vas aux urgences quand tu sais pas. Donc du coup, il se retrouve à être le symptôme d'une crise plus générale de toute la médecine de ville, de toute la médecine point barre, quoi. Les déserts médicaux, tout ça, quoi. Cette baisse de fréquentation soulage un peu les 3 médecins qui travaillent de jour au lieu de 5 et les 2 médecins de nuit au lieu de 3, reconnaît la direction. Selon plusieurs médecins et infirmiers des urgences qui ont accepté de témoigner de manière anonyme, la capacité des accueils des patients est en réalité réduite de moitié. Sur les 8 lignes d'urgence, seules 4 fonctionnent. Il n'y a même pas les gens au standard, quoi. Ah ouais, aussi, il y a un article aussi sur la mort de Yolande Gabriel, donc c'est une femme qui a appelé le... Alors là, je sais plus, hein, je vous dis ça de tête, faut regarder sur le... Ah bah non, je suis pas sur Mediapart là, si je suis sur Mediapart. Faut regarder à la une, parce qu'en plus il y a une vidéo et tout, c'est horrible. Le SAMU mis en cause après le décès d'une Martiniquaise. Voilà, Yolande Gabriel, 65 ans, est décédée chez elle le 21 août 2020 après avoir attendu les secours plus d'1 heure. Pendant son appel au 15, ses souffrances ont été minimisées. Et je crois qu'il y a un sujet vidéo qui dure... Ah oui, 14 minutes, on va peut-être pas se le regarder en entier, mais moi j'ai regardé le résumé un peu de 6 minutes qui est sorti hier. Oh, puis c'est vraiment dur, hein, parce que là, en gros, on a l'appel enregistré de cette femme qui appelle en détresse cardiaque, hein, je crois. Elle demande de l'aide et tout. Et le médecin lui parle vraiment mal. Genre, le médecin lui parle super mal, et du coup, l'aiguille mal aussi, et elle va décéder plus tard. Donc, c'est vraiment une affaire ouf. Et c'est une enquête vidéo de... Et donc, ça, c'était où, ça ? C'était à Paris ? Seine-et-Marne. Donc, dans le 9-4. Donc voilà, ça c'est encore une autre affaire qui est sortie aujourd'hui, je crois, sur Mediapart. Ou hier soir, non, je crois, ouais, hier soir. Bon, on en était où ? Le CHU de Bordeaux fait la une au niveau national, mais n'est en réalité pas le premier hôpital à faire ce choix. Toujours en Nouvelle-Aquitaine, l'hôpital de Marmande fonctionne ainsi depuis le début de l'année, avec un interphone à l'entrée mettant en lien avec le 15. Le chef de service des urgences de Marmande et d'Agen, Laurent Maillard, veut à l'avenir qu'Agen fonctionne de la même manière. Ça fait 10 ans que nous demandons que les patients appellent avant de se déplacer. Explique le docteur Jean-François Sibien, urgentiste à Agen et membre du syndicat SAMU Urgence de France. C'est ça le SAS. C'est quoi SAS ? Service d'accès aux soins. C'est le service d'accès aux soins mis sur pied par la ministre de la Santé Agnès Buzyn en cours d'expérimentation, est un 15 élargi. Donc le 15, normalement, c'est les urgences, SAMU, urgences, quoi. Mais un 15 élargi, c'est tu appelles pour dire est-ce que je peux passer, quoi. Qui doit répondre à toute demande de soins non programmée, qu'elle soit urgente ou non. Le SAS doit pouvoir orienter vers un médecin de ville ou l'hôpital, selon le besoin. Seulement, il n'était pas prévu que le SAS devienne obligatoire. L'idée fait son chemin. Elle est par exemple défendue... Donc en gros, on fait une... Mais c'est... Moi, je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de procéder. Mettre une nouvelle frontière, un nouveau barrage avant l'accès aux soins, quoi. Un nouveau barrage, et on voit que ces barrages vont pas traiter tout le monde de la même manière. C'est ce que rappelle un petit peu
l'affaire qu'on a vue juste avant, quoi. Si dans les barrages on se retrouve encore avec des médecins qui prennent le truc par-dessus la jambe parce qu'il y a un accent, je sais plus, c'était martiniquais ou je sais pas quoi, bah ça fait un barrage en plus avant l'accès aux soins, et ce barrage-là il peut avoir des conséquences pour la santé des publics, quoi. Peut-être pas tous les publics, mais certains en tout cas. Donc voilà, l'idée fait son chemin, l'idée que le SAS devienne obligatoire. Elle est par exemple défendue sur les plateaux de télévision par Mathias Vargon, chef d'urgence de l'hôpital de Saint-Denis en Ile-de-France. Selon la direction du CHU de Bordeaux, cette nouvelle régulation des urgences de Pellegrin se passe bien. On constate pas de report sur l'autre service d'urgence du CHU, celui de l'hôpital Saint-André. Entre 17h et 8h du matin, seules 5 à 10 personnes par jour se présentent spontanément et sont réorientées. Le médecin généraliste bordelais Nicolas Brugère, qui participe à la régulation médicale du 15, assure qu'aucun risque médical n'est pris. Ça fait plus de 30 ans qu'on fait ainsi de la régulation par téléphone à Bordeaux, rappelle-t-il. Dans environ la moitié des cas, les patients sont renvoyés par téléphone vers une maison médicale de garde ouverte en soirée ou leur médecin généraliste le lendemain. Bon, lui il dit que ça se passe bien. Il reconnaît cependant une hausse d'activité ces derniers jours, pour l'instant supportée par le SAMU et le renfort de 50 médecins libéraux qui acceptent de participer à la régulation du 15 sur la Gironde. Mais cette solution avancée pour les urgences revient à faire porter en creux la responsabilité de leur submersion sur les patients qui y auraient un recours abusif. Les urgentistes de Pellegrin, beaucoup ont souhaité garder leur anonymat, racontent une toute autre histoire. Eux ils disent, on continue à donner la fausse idée que les gens viennent pour rien aux urgences. Mais celui qui nous pose problème, c'est le monsieur de 80 ans qui doit être hospitalisé et pour lequel on trouve pas de lit à l'hôpital pendant 1 ou 2 jours, raconte le praticien hospitalier. Bah oui, s'il y a tout le... En fait, comme je vous disais, c'est tout le... Eux, ils font tampon, et c'est tout le reste des patients, c'est tout le reste des services, en fait, qui est en jeu. Donc, si en effet il n'y a pas de lit à l'hôpital, on se retrouve avec des gens qui restent dans les couloirs des urgences et qui prennent du temps, du personnel et du matériel, de l'équipement, quoi. À Bordeaux comme ailleurs, les urgences sont prises en tenaille. D'un côté, la mauvaise répartition des médecins de ville, libres de s'installer où ils le souhaitent, absents de nombreux territoires et qui ont souvent abandonné la permanence de soins le soir ou le week-end, renvoyant sur les urgences. De l'autre, un hôpital qui a fermé beaucoup trop de lits ces dernières années et qui maltraite les soignants. Donc il n'y a pas assez de médecins. Et y en a qui se demandent, ça c'est une question qui se pose vraiment, la liberté d'installation. Comment est-ce que vraiment c'est un truc qu'on garde, ça, la liberté d'installation des médecins de ville? Est-ce que on pourrait pas partir de l'idée que leurs études sont publiques, c'est les facs de médecine, voilà, leurs salaires viennent quand même assez largement de la sécurité sociale, donc du collectif. Alors, enfin ça va retomber sur les jeunes encore. Et pourquoi pas imaginer que tes 10 premières années, tu te choisis pas. Tes 15 premières années d'exercice, t'as pas la liberté d'installation. Tu fais tes 15 années de service, là où on te dit de faire tes 15 années de service, de la même manière que, je suis désolé, dans l'éducation nationale, ils vont où on leur dit normalement. Les flics, c'est pareil. Ça pourrait... ça va gueuler. Bah oui, ça va gueuler. Évidemment que ça va gueuler. T'as déjà l'internat, oui, il y a l'internat, mais enfin bon, s'il y a de tels besoins, là on parle de médecins de ville aussi. Ah bah ça va peut-être gueuler, ça va démotiver de... Ah bah non mais attends, les mecs après ils se font des 7000 balles, des 8000 balles par mois, tu crois qu'ils vont se démotiver? Ceux qui sont médecins de père en fils là, et qui voient très bien le salaire que ça donne et le prestige social et tout, tu crois qu'ils vont se démotiver? Parce que là pour le coup, le prestige de la profession il est toujours là. C'est ce qu'ils font au Canada, plus personne veut le faire. Eh ben on facilite, je sais pas quoi, j'en sais rien, on fait des bourses, on aide les gens, et puis on forme des gens qui viennent d'autres endroits, j'en sais rien, on se démerde, on met le paquet sur la formation. De toute façon, le boulot il est toujours attractif niveau salaire. Puis tiens, les études de médecine, pareil, tu montes les bourses, tu fais des trucs où ils sont payés pendant leurs études, comme ça permet que ce soit pas seulement les fils de Bourges aussi qui aient les moyens de faire 10 ans de médecine. Je sais qu'il n'y a pas que ça, mais enfin tout de même, il y en a pas mal. Donc voilà. Vous êtes pas d'accord ou pas? Il y a un cache investigation là-dessus. On ouvre socialement le métier, voilà, pour des études de médecine plus accessibles. Si les bourgeois veulent plus faire ça et qu'ils veulent aller dans la finance ou devenir avocat d'affaires, qu'ils se barrent. Nous, on a besoin de médecins, on n'a pas qu'ils soient bourgeois ou pas bourgeois. Le salaire n'est plus si attractif au regard de l'implication des médecins. Mais oui, mais si on en forme plus,
Il y en aura besoin. Je veux dire, un médecin, tu vois, qui en effet... moi, mon médecin de famille, quand j'étais petit, il faisait des horaires. Et il était charmant, hein, vraiment, j'ai rien contre lui, il était charmant, il habitait dans le village et tout, tout le monde le connaissait, et il faisait des horaires, mais il terminait de bosser à 20h, si c'est pas 21h et tout, en commençant le matin. C'est pas une vie. C'est pas une vie, il aurait peut-être fallu 2 médecins, plutôt qu'un seul. Et puis il venait, si tu l'appelais le week-end, etc. Le mec, il est mort d'une rupture d'anévrisme dans son bureau à 45 ans. C'est pas une vie. Donc, il en faut plus. Donc, il faut ouvrir les études. Donc, il faut payer les étudiants, etc., etc. Moi, c'est aussi pour eux, hein, les médecins, parce qu'ils sont là, oui, on travaille énormément, donc c'est normal qu'on gagne énormément, mais ce serait même normal que vous travailliez moins. C'est pas normal de mourir sur son lieu de travail comme ça. Donc voilà, il y a un malaise, et évidemment qu'il y a des gens qui disent, eh bah du coup moi j'arrête, je travaillerai plus autant. Pareil, il y a des médecins qui sont très proches de la retraite, qui devraient prendre leur retraite. Ils ont... non, c'était pas à Paris mon histoire, c'était dans un petit village en Normandie. Ils ont 72 ans, et s'ils partent en retraite, ils savent que personne va les remplacer, et que du coup il y a les petites vieilles du coin, machin, elles vont être perdues, il va falloir qu'on se déplace à un village plus loin, machin... Bon bah non, il faut les laisser partir en retraite aussi les vieux. Donc plus de médecins. Alors le numerus clausus il a été supprimé, mais c'est pas tout le numerus clausus. Donc le numerus clausus c'est qu'avant, pour réguler un peu qu'il n'y ait pas trop de médecins, on avait mis un chiffre, une barrière, au-delà duquel le concours recrutait ceux-là, pas plus. On ferme. C'est pas une note qu'il faut avoir et tu passes. C'est un concours avec des places. Voilà. Et ça c'est le numerus clausus. Bah ils l'ont supprimé. Il a été faussement supprimé, on a juste décalé le moment de la sélection, mon cher Usul. Me dit Doc Pan, qui a Doc dans son prénom, donc qui est peut-être un docteur, et qui est peut-être pansexuel, on ne sait pas. Donc, il a été décalé. Bah, je sais pas, en tout cas, eux, ils communiquent sur le fait qu'il a été supprimé. Mais j'ai pas lu sur le numerus clausus. Bon, bref. Bof tes idées, Usul. Non, elles sont très bien, mes idées. Je viens de dire quoi? Je viens de dire plus de médecins, plus de pognon, payer les études, ouvrez les études, et voilà, quoi. Et ça fera plus de médecins. Par contre, obligation, d'autant plus que... mais tu sais, il y a la haute fonction publique, par exemple, on te paye tes études à l'ENA, machin, t'es des études qui coûtent très cher, financées par la collectivité, et on dit, je suis désolé, au sortir de ça, tu dois servir l'administration de l'État pendant 10 ans. Et c'est normal, on t'a payé ton truc. Et après, tu feras ton pognon dans le privé, tu feras ce que tu veux, mais tu dois 10 ans à la collectivité. Bah, moi, je trouve que c'est bien. Je sais pas ce que c'est le programme de la NUPES là-dessus. Tiens, on va regarder. Ils disent quoi? Il dit quoi, Jean-Luc? Il dit quoi, Jean-Luc? Il y a bien un truc santé là-dedans, là. Alors, humaniser les personnes et la société, bien vivre, créer... Ah, c'est très... En fait, c'est dispersé, les trucs pour la santé. Faire passer la santé d'abord et reconstruire les établissements de santé publique, notamment les hôpitaux. Ils disent rien sur les médecins, le concours, le machin. Rétablir une assurance sociale, machin... S'organiser pour faire face aux pandémies. Bon, page 71. Si vous avez trouvé, vous? Le programme à Jean-Luc. Augmenter le SMIC, oui, non, alors ça c'est l'état d'urgence sociale, c'est pas ça. Pour les pandémies, il faut abroger la loi sur l'état d'urgence sanitaire, reconnaître les épidémies. Bon, ça c'est vraiment les épidémies. Machin. Faire un pôle public du médicament. Ouais, d'accord, ok. Faire passer la santé d'abord. Ah voilà, là il y a des mesures, là. Notre système de santé a longtemps été le meilleur au monde, mais l'austérité et la marchandisation le disloquent. Il n'est plus en mesure de faire face à la multiplication des maladies chroniques et aux épidémies. Nous devons déployer une politique de soins de prévention. Bon, ça d'accord. Bon alors, concrètement, on fait quoi? Réouvrir des services d'urgence, des maternités et des EHPAD publics assurant un service de santé publique de proximité à moins de 30 minutes de chaque Français. Bon, ça d'accord, mais si t'as pas le personnel pour faire ça. Supprimer la T2A, la tarification à l'acte.
revenir à une dotation globale des fonctionnements, une dotation globale de fonctionnement, ainsi que sur la suppression des lits et des personnels. Bon, ça, encore une fois, ça dit rien sur le recrutement. Engager un plan pluriannuel de recrutement des professionnels du soin et de médico-social, médecins, infirmiers, aides-soignants et personnel administratif. Revaloriser les métiers et les revenus. Augmenter la capacité d'accueil des établissements de santé publics et notamment des hôpitaux. Bon, alors, je sais pas ce que c'est, un plan pluriannuel de recrutement, je sais pas comment ça se passe. Il y a encore d'autres trucs, hein. Actionner tous les leviers pour combattre les déserts médicaux. Alors il y a quoi comme levier ? Recrutement de médecins publics, augmentation des moyens des facultés de médecine, pour permettre une véritable suppression du numerus clausus. Ah, voilà, on y est. Mobilisation de la médecine libérale et hospitalière, coopérative médicale, donc on va mettre au pas peut-être les médecins libéraux. C'est pour ça qu'ils ont peut-être pas mis ça en avant, parce que c'est pas très populaire hein, de mettre au pas les médecins libéraux. Faire un plan national de santé-environnement, un moyen d'éradiquer les maladies chroniques liées à la malbouffe et à l'exposition aux pollutions, notamment dans un cadre professionnel, pesticides, radioactivité, amiante, produits chimiques, bon ça c'est bien. Mettre fin à l'épidémie de VIH en France par un grand plan national de dépistage et de traitement, créer des centres de santé pluridisciplinaires publics en lien avec les hôpitaux publics pour combler les déserts médicaux, faire un grand plan pour la santé mentale, ah ça c'est important aussi, un grand plan pour la santé mentale qui renforcera les réseaux de CMP, ils sont tous saturés, tu vas dans les grandes villes, les CMP c'est 6 mois pour avoir un rendez-vous, enfin c'est... Permettre le suivi psychologique ambulatoire par le conventionnement de professionnels, augmentera le nombre de places en faculté de médecine, augmenter le nombre de places en faculté de médecine dans la filière psy, et dans un premier temps, rouvrir des lits de psychiatrie publique, protéger la recherche de la finance et supprimer l'influence des entreprises privées dans les activités médicales et hospitalières. Putain, carrément supprimer, hein. C'est pas combattre ou minimiser, etc. Bah si, hein. Bah c'est pas mal, écoute. Moi, franchement, si on était au présidentiel, je pense que je voterais pour ce gars-là. Il a une bonne tête. C'est bien, c'est bien. Ouais. Ah mais les CMP ils étaient saturés avant le Covid, la santé mentale c'est une catastrophe en France. C'est une catastrophe quoi. Et après on s'étonne qu'il y ait des mecs qui machin a poignardé machin dans une gare et bon il s'avère qu'il était un petit peu instable machin. Bah oui. Bref, revenons à Bordeaux et à nos urgences à Bordeaux. Bon. Alors, eux, ils disent beaucoup de médecins, peu de lits d'hôpitaux. Bordeaux ne manque pourtant pas de médecins. La ville est l'une des mieux dotées en France, avec près de 1000 médecins pour 100 000 habitants. Le département de la Gironde en compte 379, la région Nouvelle-Aquitaine 293, quand la moyenne nationale est de 287. Mais les disparités sont très fortes, les médecins se concentrent dans les agglomérations de Bordeaux ou de Bayonne, quand les zones rurales de la région sont désertées. L'agglomération bordelaise manque en revanche dramatiquement de lits d'hôpitaux. 300 des 2654 lits de CHU sont actuellement fermés, faute de personnel. Ces lits vides s'ajoutent aux lits officiellement fermés, hein, bien sûr. 356 lits ont été supprimés depuis 2010. Entre-temps, la population de la métropole de Bordeaux, l'une des plus dynamiques de France, a cru de près de 100 000 habitants. Donc voilà, moins de lits, plus d'habitants, bah oui, c'est une mauvaise équation, hein, c'est comme l'école, quoi. Vous savez que l'école, il y a de plus en plus d'élèves chaque année. Et oui, la fac, vous savez qu'il y a de plus en plus d'élèves à la fac chaque année. Et bah regardez s'il y a de plus en plus de profs, bah non. Et après on dit, ah bah ça craque. Bah oui. Alors la grande astuce du gouvernement, sur ces trois sujets-là, hein, fac, école, hôpital, ils vont toujours vous dire, nous avons augmenté un petit peu les moyens, nous avons augmenté les recrutements, machin. Bah heureusement, mais est-ce que vous avez augmenté assez ? Heureusement que vous avez augmenté, il y a une croissance du public. Mais donc ils vont toujours vous dire, non, on n'a pas rien fait, quoi. On n'est pas à budget constant. Mais heureusement que vous n'êtes pas à budget constant, parce que vous n'êtes pas à public constant de toute façon. Ça vous allez voir, c'est un élément de langage, ils le disent toujours. Hein. Franchement, on n'a pas rien fait, on a augmenté les... C'est très pratique. L'agglomération bordelaise, donc manque de lits d'hôpitaux, voilà. L'administration publique de la santé n'a pour l'instant rien prévu pour absorber ce choc démographique, doublé du vieillissement de la population. Dans un dossier de presse diffusé en avril 2021, le CHU présentait son projet de nouveau CHU, qui prévoyait alors la suppression de près de 800 lits. Ouais, vachement bien le nouveau CHU. La direction du CHU assure que ces plans, qui n'ont pourtant qu'un an, ne sont plus d'actualité. De nouveaux financements ont été débloqués avec le Ségur de la santé. Ah bon ? Moi, je fais de la médecine d'urgence, pas de la médecine palliative des problèmes du système de santé, explique l'urgentiste Guillaume Valdener. Ancien chef de service de l'hôpital Pellegrin, il a démissionné en 2019 pour rejoindre une clinique
mutualiste bordelaise, espérant y trouver de meilleures conditions de travail. Ça n'a pas été le cas. Je quitte la spécialité que je pensais exercer toute ma vie. Je ne supporte plus les nuits aux urgences, les dizaines de patients non vus, en permanence, qui attendent 5 ou 6 heures. J'ai 45 ans. Il me faut aujourd'hui des jours pour me remettre de la violence de ces nuits. Je vois que je me fais du mal, il faut que je m'arrête. Mais j'arrive pas encore à m'imaginer une vie en dehors du service public. Ses collègues sont stupéfaits. Le départ de Guillaume Valdener, c'était un signal très fort qui n'a pas été entendu. Il est fait pour travailler aux urgences, à l'hôpital public, dit l'une d'elles. Guillaume est un urgentiste brillant, remarquable, et on l'a perdu, renchérit Jean-François Sibien. L'urgentiste Agenais ne porte aucun jugement, lui-même a traversé une épreuve personnelle, un accident vasculaire cérébral qu'il attribue à son rythme de travail, tu vois, comme mon médecin de famille dont je parlais tout à l'heure. La fuite des urgentistes de l'hôpital Pellegrin est continue. Il y a 10 ans, il y avait encore un espoir que les choses s'arrangent. Aujourd'hui, on est face à une absence de perspective, raconte un praticien hospitalier. Les gens partent faire autre chose. Il y a une demande extrêmement forte de garde en intérim, payée 1500, 2000 ou 2500 les 24 heures. Ceux qui y restent réduisent leur temps de travail. Je compte sur les doigts d'une main les collègues qui sont encore à 100%, dit un autre médecin. Ouais, pour tenir, tu te mets en 70% pour que ce soit vivable, quoi. Tous deux décrivent la même pénibilité du travail d'urgentiste à Bordeaux. 5 à 6 gardes de nuit par mois, un week-end sur 2 travaillés. Quand j'ai commencé, je travaillais plus de 100 heures par semaine, se souvient le médecin. Mais personne ne devrait travailler 100 heures par semaine. Les jeunes ne veulent plus travailler à ce rythme. Et ils ont raison. Ils voient nos gueules, parmi les urgentistes, ou tous les spécialistes soumis aux gardes, des anesthésistes aux gynécologues. Il y a énormément de divorces, de comportements addictifs. Les mecs, ils se butent à l'alcool, ils se butent aux drogues, et ils finissent par divorcer. Et c'est horrible. Cette permanence de soins assurée jour et nuit par les hospitaliers n'est que peu valorisée financièrement à l'hôpital, 200 € net la garde, et encore, tu vois, c'est pas le problème. Ce n'est pas une question d'argent, disent-ils tous, voilà, moi aussi, mais la différence de traitement entre les uns et les autres pèse sur le moral. Les médecins généralistes qui viennent faire la régulation au 15 à nos côtés sont payés au SMIC, sont payés 1 SMIC en une nuit. Alors qu'eux, ils ont une prime de 200 balles, assure l'urgentiste. Le médecin généraliste Nicolas Brugère admet une rémunération de près de 100 € de l'heure. Mais surtout, l'épuisement des urgentistes n'a jamais été entendu par la direction de l'hôpital, assurent-ils tous. J'ai sans cesse demandé un temps d'adjoint, que je n'ai jamais eu, raconte l'ancien chef de service Guillaume Valdener, donc celui qui a démissionné. J'ai appelé le jour, la nuit, tout le temps, mon travail a écrasé... J'étais appelé le jour, la nuit, tout le temps, mon travail a écrasé ma vie personnelle. Depuis le départ du docteur Valdener, 3 chefferies de service se sont succédés. Et le même scénario s'est répété. Le chef ou la chef de service réclame un adjoint, qu'on lui refuse, il ou elle s'épuise, un adjoint lui est finalement accordé, qui s'épuise à son tour. Selon nos informations que la direction a refusé de confirmer au nom du secret médical, le poste est aujourd'hui vacant pour les mêmes raisons. Dans les pays anglo-saxons, les urgentistes font des journées de 8 heures max, explique le docteur Valdener. En France, les urgentistes enchaînent 12 heures d'affilée, parfois 24 et même 48 heures dans de petites structures que j'ai visitées. C'était le rythme autrefois, mais le travail a beaucoup changé, il est devenu beaucoup plus intense, à cause des patients qu'on garde dans l'unité 1, 2, 3 jours, faute de lit pour les hospitaliser. On parvient plus à les sortir des urgences, donc on peut plus dormir pendant nos gardes. Une ancienne adjointe des urgences de Pellegrin raconte son burn-out. Une année d'arrêt maladie avec un suivi psychiatrique. Elle a assuré les fonctions d'adjointe, les réunions, les plannings, la gestion d'équipe, mais toujours de manière officieuse, non reconnue par la direction, donc on n'a pas nommé d'adjointe, mais il faut quand même quelqu'un pour faire le boulot. Ses horaires de travail dépassaient fréquemment les 50 heures de travail hebdomadaire, jusqu'à 70 heures, en alternant les jours, les nuits, week-ends travaillés. Le CHU est une grande machine à broyer les gens, dit-elle. On est là, c'est bien, on n'est plus là, c'est pas grave, on est remplaçable, seulement tout le monde finit par partir. Après 10, donc en fait, ils pressurent les gens, ils les rincent complètement, et puis ils essaient d'en trouver d'autres, quoi. Après 10 ans d'engagement dans ce service, elle s'est effondrée quand elle a vu les médecins partir. La belle équipe, patiemment construite, se désagrège sous ses yeux. Je me suis mise à pleurer au travail, de plus en plus souvent. J'ai voulu résister, ce sont mes collègues qui m'ont finalement renvoyé chez moi. Il m'a fallu 1 an pour me détacher de l'hôpital public, poursuit-elle. Accepter que je devais le quitter, pour ma santé. Ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu, je voulais y travailler toute ma carrière, enseigner, transmettre mon savoir, mes valeurs. Mon psychiatre m'a fait comprendre que le problème n'est pas Pellegrin, tout l'hôpital dysfonctionne. Triste ironie, son psychiatre, qui exerçait à l'hôpital public, a lui aussi fini par le quitter.
Son burn-out a été reconnu comme maladie professionnelle par la médecine du travail. C'est rare et c'est très important, ça aide à se construire. C'est pas moi qui suis malade. Cette médecin a depuis repris le travail comme médecin libéral au sein de l'association SOS Médecins. Guillaume Valdener n'exclut pas de travailler en intérim un temps. Il suffit de quelques jours par mois pour s'assurer un salaire. Quand le service est à feu et à sang, l'intérimaire part, ça le concerne pas. Pourquoi ne pas protéger les gens qui tiennent les services ? L'hôpital laisse partir des gens compétents pour les réemployer en intérim, c'est ubuesque. Voilà. Eh ben, soutien au personnel soignant. C'est le traitement France Télécom. Tu as vu le film Hippocrate sur Netflix ? Non, pas du tout. Ça parle de l'impact d'un sous-budget dans l'hôpital, mais il y a pas mal de documentaires, il y a pas mal de trucs, j'ai déjà vu pas mal de trucs sur l'hôpital. Nous-mêmes, on avait fait un petit OLG à l'époque, il y avait déjà, avant le Covid, il y avait déjà des grèves au service d'urgence de l'hôpital. Merde, comment il s'appelle cet hôpital ? Bon, à Lyon Sud, on était allés les voir, et on avait parlé de ça. Et les gens d'ailleurs que j'avais vus là-bas, je les ai toujours revus en manif après. Ils étaient de toutes les manifs. Bon voilà, bon courage pour notre ministre de la Santé. C'est qui notre ministre de la Santé ? Attends. Non, parce que ministre de la Solidarité, machin, c'est pas Abad ? C'est qui le ministre de la Santé ? Non, si, c'est Abad. Ah non, c'est Bourguignon, ils ont séparé. Avant, la Santé a été regroupée avec les Solidarités, et c'était... Et donc du coup c'était Véran qui faisait les deux. Et là maintenant Abad a les Solidarités pour lui. Très bien. Donc du coup la santé c'est pour Brigitte Bourguignon. La fermeture de l'Hôtel-Dieu qui supprimait un gros hôpital de centre-ville aussi, une catastrophe. Bah oui, mais l'Hôtel-Dieu maintenant on en a fait un magnifique centre commercial de luxe pour les touristes étrangers où on peut trouver du bœuf de Kobe et la cité de la gastronomie. C'est quand même plus intéressant en plein centre-ville. Merci Gérard Collomb. Putain. Mais alors, j'ai appris que c'était pas Lyon n'était pas une des seules villes où il y avait ça, où en gros on avait pris l'Hôtel-Dieu, l'ancien hospice, l'ancien endroit où des bonnes sœurs s'occupaient avant des malades en plein de centre-ville, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle l'Hôtel-Dieu, c'est qu'avant c'était les bonnes sœurs qui s'occupaient de ça. Et on transformait ça en truc de service, quoi, avec des restos, avec des machins. À Dijon, Dijon ils ont fait pareil. À Rennes aussi, à Paris aussi, bon bah voilà. Écoutez, il y a un pattern, Et après on s'étonne. Ah bah la santé ça va pas bien. Non mais regardez, le tourisme ça va très bien, le tourisme. Écoute, il y a des choix qui sont faits, les choix c'est que, qu'est-ce qui fait du bif ? Alors moi c'est pas compliqué, Moi je te reprends tout ça. Et allez, ça dégage. De toute façon, les restos aussi, ils vont manquer de serveurs. À Avignon, c'est ouf, c'est devenu une fac. Ah bah ça, pourquoi pas, à la limite. La cité de la grosse gastro. Mais oui, nous aussi, on a un truc, cité de la gastronomie, ou je sais pas quoi. C'est une honte, l'Hôtel-Dieu à Lyon. Bah ouais, moi j'y suis allé 1 ou 2 fois pour voir un peu comment c'était dedans, et... Parce qu'on peut quand même un peu visiter, il y a toujours des petites cours, machin, c'est quand même assez joli, enfin c'est beau quoi. C'est beau, et puis c'est tout retapé, ils ont tout retapé. Mais voilà quoi, c'est clairement, il y a des endroits, tu fais, tu te crois à Dubaï, tu vois, au niveau du choix des boutiques qu'ils ont mis là. Moi je me referais bien une petite pause avant la dernière ligne droite, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Il n'y a pas une vidéo du Monde un peu sympa ? Le Monde, c'est trop bien, les vidéos du Monde. En plus, ça dure 10 minutes. Allez, Le Monde. Sur YouTube, il y a forcément un truc. Alors, eh ben, ça rigole pas, les vidéos du Monde. On va se demander... Alors, il y a une vidéo sur Molière, mais on s'en fout. Un truc sur le poids des lobbies américains, la NRA, bon, on connaît. Par contre, je regarderai bien... Celle-là, ça s'appelle... C'est sorti il y a 9 jours, donc on n'est pas au cœur de l'actu, mais on est quand même au cœur de l'actu parce que c'est des vidéos de fond et ce sera pas périmé dans un mois, celle-là. Ukraine-Russie, la guerre peut-elle provoquer une famine mondiale ? Et quels sont les mécanismes et tout ? Donc on va faire un petit peu d'économie pendant la pause, pendant que je me fume une clope. Et je reste avec vous pour préparer la suite. Mars 2022. En un an, les prix de l'alimentation ont augmenté de plus de 30%.
La hausse s'est particulièrement accentuée ici, quand la Russie a envahi l'Ukraine. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. En temps normal, ces deux pays exportent des millions de tonnes de céréales. Mais avec la guerre, il est très dur de faire sortir ces marchandises. L'offre diminue, les prix s'envolent partout sur la planète. La dernière fois qu'ils étaient presque aussi hauts, c'était en 2011. À l'époque, c'était déjà en partie lié à des sécheresses massives en Russie. Et ça avait contribué au déclenchement des printemps arabes. Le prix des denrées alimentaires pèse sur la population. Après la Tunisie, l'Égypte est le deuxième plus grand pays arabe qui voit se lever un vent de révolte. En Libye, en Syrie, au Yémen. Aujourd'hui, plusieurs pays s'inquiètent. Est-ce qu'on file tout droit vers de nouvelles émeutes de la faim? La Russie et l'Ukraine sont parfois surnommées le grenier du monde. À elles deux, elles fournissent à l'humanité une grosse partie de plusieurs aliments de base, comme le maïs, le colza, l'orge, le blé et l'huile de tournesol. Prenons l'Ukraine. D'habitude, plus de 90% de ces marchandises exportées sont envoyées par bateau, depuis la mer Noire, en passant par le détroit du Bosphore, voire ensuite le canal de Suez. Ils peuvent relier le monde entier. Or, depuis le déclenchement de la guerre, des mines flottantes ont été signalées dans la mer Noire. Et les principaux ports du pays ont de toute façon été mis à l'arrêt à cause des combats. Désormais, les autorités tentent de faire sortir des marchandises en train, via des pays de l'Union européenne. Mais avec l'afflux de réfugiés, le réseau est débordé. Et même si des trains de marchandises parviennent à circuler, il y a un autre problème. En Ukraine, les rails font 7 tailles. En Pologne, 7 tailles. Il faut donc transférer les marchandises d'un train ukrainien à un train polonais. Et ça prend du temps. Au final, en mars, l'Ukraine a exporté 4 fois moins de céréales qu'en février, selon le ministre de l'économie du pays. À cela s'ajoute la situation propre à la Russie. À la suite de son entrée en guerre, le pays est frappé par des sanctions internationales qui restreignent son commerce avec l'étranger. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds and yen to be part of the global economy. Bref, cette guerre pourrait mener à des pénuries et surtout à tirer encore et encore les prix vers le haut. Les prix des céréales donc, mais pas seulement. Le maïs par exemple sert aussi à nourrir les animaux d'élevage. Et le prix de la viande est donc également concerné, entre autres. Mais tout ça n'est que la première phase de la crise. La guerre en Ukraine est en train de nous créer une situation qui sera encore plus grave dans 12 à 18 mois. Il y a en effet des conséquences à plus long terme. Du côté ukrainien d'abord. Avec la guerre, les combats, les bombardements, les mines empêchent nombre d'agriculteurs de faire leur travail. Conséquence, le ministère de l'Agriculture du pays estime qu'au printemps 2022, un tiers des terres agricoles ne peuvent pas être ensemencées. Des semailles en moins, ce sont des récoltes en moins, environ 6 mois plus tard. Du côté russe ensuite. Les sanctions contre le pays peuvent priver le reste du monde d'une autre marchandise cruciale, les engrais. Or, 15% des engrais de la planète viennent de Russie. Pour tous les pays qui en dépendent, comme le Brésil ou les États-Unis, moins d'engrais, ça veut dire moins de nourriture qui pousse, ou que tout ça revient plus cher. La guerre en Ukraine chamboule donc le marché planétaire de l'alimentation. Mais surtout, elle vient s'ajouter à des problèmes plus profonds. En fait, les prix de l'alimentation étaient déjà en augmentation quasi constante depuis 2 ans. Et ce pour au moins 3 raisons.
Premièrement, en Europe, l'été 2021 a été le plus chaud jamais enregistré. La sécheresse a réduit la production. Deuxièmement, en Chine, les importations se sont accrues au sortir des premiers confinements liés au Covid. Au même moment, le pays cherche à reconstituer son cheptel de porcs décimés par une épidémie. Cette augmentation de la demande chinoise fait grimper les cours. Et enfin, troisièmement, la situation est très liée au prix de l'énergie, comme le pétrole. Après le passage à vide provoqué par le Covid, l'économie mondiale a connu un important rebond. Cette reprise a demandé beaucoup de pétrole d'un coup, faisant grimper son prix de moins de $20 le baril à plus de $110. Or, le pétrole joue un rôle important pour cultiver de la nourriture et la transporter. Quand le prix du pétrole augmente, produire de la nourriture revient plus cher. Et puis il y a le gaz. Le gaz sert notamment à fabriquer des engrais, encore eux. Si son prix augmente, celui des engrais aussi. Et c'était d'ailleurs déjà le cas avant même les dernières sanctions contre la Russie. Bref, les prix de l'énergie et au passage ceux des engrais ont augmenté. Tout ça rend la nourriture plus chère, une situation problématique que vient renforcer la guerre en Ukraine. Alors le monde entier est confronté à ces prix. C'est carré leur vidéo, c'est hallucinant, Le Monde. Je vous conseille vraiment de mater toutes leurs vidéos. On va finir celle-là parce que, mine de rien, gros sujet en fait pour les années à venir là. C'est-à-dire le renchérissement de toutes les denrées alimentaires et puis de tout quoi, l'inflation, machin. On avait lu, non je l'avais pas lu avec vous, ça je l'avais lu tout seul. L'article de Romaric Godin sur l'inflation qui rappelait que avant, il fallait absolument lutter contre l'inflation, donc pratiquer la modération salariale, parce que si tu augmentes tous les salaires, machin, tu crées de l'inflation, du coup les prix augmentent aussi, et donc du coup on a fait la modération salariale. Mais que là, c'est pas du tout la même inflation que dans les années 70, et que là, c'est une inflation qui va être due tout simplement du coup au coût, au vrai coût des choses, quoi. Et que ça, sans hausse des salaires, ça va être compliqué, quoi. Prix plus élevés. Mais certains pays sont plus à risque que d'autres. En particulier, c'est 36 pays qui importent plus de 50% de leur blé d'Ukraine ou de Russie. L'Égypte par exemple, et ses 103 millions d'habitants, dont l'aliment de base est ce pain, fabriqué à partir de blé. L'Égypte est le pays qui importe la plus grande quantité de blé au monde. Et 80% de ce blé arrive d'Ukraine et de Russie. En avril 2022, la nourriture coûtait 26% de plus qu'un an auparavant. Une inflation similaire à celle de 2011. De nombreux Égyptiens étaient descendus dans la rue, provoquant la chute du régime. Autre exemple, le Liban. En plus de l'instabilité économique chronique, en 2020, il s'est passé ça. Cette explosion sur le port de Beyrouth a détruit d'immenses silos à grains. Depuis, le Liban ne peut stocker qu'un seul mois de réserve de blé et est donc très sensible aux fluctuations des prix. Enfin, on peut citer le Yémen, en guerre depuis 2014. 13 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire pour survivre. Mais face à la flambée des prix, le Programme alimentaire mondial a annoncé qu'il était obligé de réduire ses distributions de nourriture. So now we're talking about a catastrophe on top of a catastrophe. It will have global context, impact beyond anything we've seen since World War II. En tout, l'ONU estime qu'1,7 milliard de personnes sont en danger à travers le monde. Alors, que faire pour éviter le pire ? Certains pourraient se tourner vers le riz à la place du blé. Mais cela rend le riz de plus en plus cher lui aussi. Ensuite, les pays les plus dépendants de l'Ukraine et de la Russie devraient aussi tenter de diversifier leurs importations. Par exemple, les États-Unis, l'Argentine ou l'Australie ont encore des stocks de blé disponibles à l'export. Mais l'ONU souligne que ces marchandises venues de plus loin auront un coût plus élevé. Pour les experts, il faut s'attendre à des perturbations jusqu'en 2023. Et voilà qui n'est pas réjouissant, en effet. Mais ouais, carré la vidéo du Monde.
Bon, bah très bien. Et dites-vous que nous, pour gérer ça, parce que nous aussi on va avoir des augmentations de prix, machin, nous aussi le coût de tout, le coût de l'énergie, le coût de la bouffe va augmenter aussi chez nous. Et on a le président Macron pour nous aider à gérer ce truc. Est-ce que vous avez vu qu'au Royaume-Uni, Boris Johnson a décidé de taxer à 25%, je crois, les bénéfices de je sais pas quoi, il faudra que je retrouve l'article. Mais oui, il va falloir le prendre quelque part, en fait, l'argent qui manque. Le problème, c'est que pour l'instant, les bourgeois n'ont pas tout à fait décidé que c'était leur tour de payer et qu'il allait falloir amortir un petit peu toutes ces difficultés. Mais à un moment, peut-être qu'ils vont comprendre que ces difficultés des populations vont peut-être conduire à des bouleversements politiques. Et c'est peut-être là qu'ils vont réagir, mais peut-être que ce sera trop tard. Et peut-être que ce sera la révolution, camarades. En attendant, la révolution. Mais bon, faut pas partir du principe que parce qu'il va y avoir des troubles de la faim, il y a mécaniquement de la révolution derrière. Hein. Ça marche pas comme ça, le marxisme. Je tempère vos enthousiasmes. J'avais mis quoi de côté? Les jours, voilà, c'est ça. Les Saint-Martin à la conquête du Mont. Une communauté aux idées conservatrices et à l'appétit féroce a mis la main sur le Mont Saint-Michel. Enquête en soutane et en latin. Parce que le Mont Saint-Michel, on ne sait pas s'il est breton ou s'il est normand, mais en tout cas, il est apparemment la proie d'une espèce de congrégation bizarre, les Saint-Martin, que je ne connaissais pas. Donc c'est une enquête des jours de Timothée de Raglaudre. À la Saint-Michel, tout le monde déménage. Cet adage populaire est aujourd'hui tombé en désuétude et l'été dernier, au Mont-Saint-Michel, Riton s'est trouvé bien seul à faire ses cartons. Ne l'appelez pas Père Henri Gesmier, il goûte peu ses formules, avec ses cheveux... Gesmier ? On va dire Gesmier, Père Henri Gesmier. Avec ses cheveux mi-longs argentés, il était le recteur du sanctuaire, le prêtre chargé de veiller sur le lieu sacré et d'accueillir les pèlerins, qu'il appréciait beaucoup, comme les habitants du village de la Manche. Mais, conformément à la volonté de l'évêque de Coutances et Avranches, Monseigneur Laurent Le Boulch, il a été remplacé par un membre de la communauté Saint-Martin, une association de prêtres jeunes et dynamiques, au style résolument conservateur. Jusqu'ici, il avait gardé le silence sur cette affaire, refusant de répondre aux journalistes. Ça, c'est mon dossier USB. Je crois que ça ne sert à rien de mettre de l'huile sur le feu, explique-t-il au jour, quand des décisions sont prises par l'Église. Il y a parfois des seuils d'incompréhension, et ce n'est pas la peine d'en rajouter. À 72 ans, Henri Gesmier incarne une ancienne génération de prêtres à la fibre sociale. Né dans un village à une trentaine de kilomètres du Mont, il a grandi dans un orphelinat. Il y reçoit une éducation à la dure. Après avoir été infirmier psychiatrique, c'est à la Mission de France, connue pour avoir encadré les prêtres ouvriers, qu'il reçoit l'ordination à l'âge de 36 ans. Il choisit de vivre son sacerdoce de prêtre au travail en tant qu'éducateur à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, pendant plus de 30 ans. Jamais il ne désirera grimper dans la hiérarchie. Pas là pour faire carrière, rit-on. Là, ils nous font le portrait donc du coup de l'ancien mec, plutôt proche des prêtres ouvriers et tout, qui voulait bosser, qui a bossé en prison et tout. Il y a une dizaine d'années, au seuil de la retraite, on lui propose de venir prêter main forte au Mont-Saint-Michel, où il passe ses étés depuis les années 90. Il y restera de manière permanente, d'abord chapelain, alors un chapelain, titre donné au prêtre chargé d'assister le recteur d'un sanctuaire. D'abord chapelain, il est nommé recteur intérimaire en février 2020. Au Mont-Saint-Michel, ce n'est pas une charge comme les autres, plus qu'avec les résidents à l'année, moins d'une vingtaine, c'est avec les 2 à 3 millions de touristes annuels, dont beaucoup ne sont pas chrétiens, qu'il doit être en contact. Un brave agriculteur m'avait dit, dans une paroisse, les curés passent et les paroissiens restent, au Mont-Saint-Michel, c'est l'inverse, résumerait-on. Bertrand Leroy se souvient de sa rencontre avec le prêtre, peu après avoir fondé en 2014 l'association Les Compagnons du Sentier, qui propose des marches mensuelles sur l'ancien chemin de pèlerinage. On dormait comme des loups sur l'esplanade à la belle étoile. Un jour qui pleuvait, Riton est tombé sur nous et nous a demandé « Qu'est-ce que vous faites là ?» Il nous a dit qu'il y avait un lieu pour nous, et s'est mis à nous accueillir dans l'église Saint-Pierre. On est devenus amis. Du matin au soir, l'ex-éducateur en milieu carcéral est soucieux de laisser l'église ouverte. Je ne voulais pas entrer dans les schémas classiques, ouvrir à 10h comme un magasin, déroule-t-il. Je fermais vers 23h, 23h30 pour ceux qui viennent très tard. Ou au Mont, pour ceux qui viennent très tard, au Mont, la porte trouve toujours la porte ouverte. Donc ça, c'est la photo du vieux, du coup, qui se fait grand remplacer.
Il est même parvenu, avec l'accord du diocèse, à installer un petit bureau dans la sacristie pour accueillir et écouter les voyageurs, parfois pendant des heures. C'est ce qui m'a coûté le plus dans le fait de devoir partir, cette notion d'accueil dans une église. Il reste ainsi marqué, dans ces 6 derniers mois de ministère, par des échanges avec 2 jeunes venus se confier sur leur transidentité. Lors du premier confinement du printemps 2020, il prend l'initiative de sonner les cloches de l'église au moment où retentissent les applaudissements en l'honneur des soignants. Il a une manière d'être proche des gens sans leur ramener à la figure les choses de la foi de manière identitaire, décrit Charles, un ami proche. C'est quelqu'un qu'on pourrait considérer comme un prêtre progressiste, mais il ne vit pas sa foi au nom d'une idéologie, plutôt au nom de l'évangile. Catho de gauche, quoi. Les cathos de gauche, on n'en parle jamais, ils sont toujours là. D'ailleurs, je crois que c'est le cas de l'auteur de l'article, Timothée de la Règle-Ordre, je crois que c'est un catho de gauche. Approchant les 75 ans, date butoir pour les prêtres, Riton se serait bien vu rester 3 années de plus, mais Monseigneur Le Boulc ne lui a jamais proposé. Si, à une époque, les curés pouvaient demeurer quasiment à vie au même poste, les choses ont changé. Ils sont désormais nommés pour une durée déterminée, souvent 3 ou 6 ans renouvelables. Il avait son plan soldé, il voulait mettre une communauté, explique Riton quant à la décision de l'évêque. Au départ, il avait demandé aux fraternités monastiques de Jérusalem, déjà chargées de l'abbaye au sommet du mont, révèle Charles. Après réflexion et discernement, elles ont refusé. Donc les fraternités monastiques de Jérusalem. L'ordre religieux contemplatif, fondé en 1975 au lendemain du Concile de Vatican II, qui visait à réformer l'Église catholique, confirme auprès des jours: nous n'avons pas véritablement d'expérience dans l'animation et la responsabilité pastorale d'un sanctuaire. D'autre part, notre profil monastique et la fragilité de notre effectif posaient question sur notre capacité à donner l'impulsion souhaitée. Donc c'est pas le même boulot évidemment d'avoir en charge l'abbaye au sommet du mont, qui est du coup dans lequel il y a des comment on dit, il y a des religieux, on va dire, qui y vivent à temps plein. Et chargé de l'accueil dans le sanctuaire, quoi. C'est pas le même boulot. Monseigneur Le Boulc se tourne alors vers la communauté Saint-Martin. Ces clercs, souvent confondus avec les traditionalistes à cause de leur soutane et de leur affection pour le latin et le chant grégorien à la messe, sont cependant emblématiques du pôle conservateur dans l'Église, analyse Yann Raison de Closiou, politiste et auteur d'une contre-révolution catholique aux origines de la Manif pour tous. Oui, alors du coup, rien que le truc des chants grégoriens et du latin, c'était un des trucs du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, c'était un grand moment de réforme de l'Église, où en gros, il y a des trucs qui ont un peu été changés, quoi. Notamment le prêtre qui normalement... on a dit au prêtre de faire la messe face au public, par exemple, plutôt que d'être de dos face à l'autel. On leur a dit d'arrêter avec le latin, de faire la langue du coin, quoi. On leur a dit aussi de supprimer certains trucs un peu antisémites qu'il pouvait y avoir, y compris dans certains textes religieux. C'était l'idée d'avoir une église catholique plus ouverte au monde, plus ouverte aux autres religions aussi, et qui fasse un pas, face aux fidèles, voilà, et qui fasse un pas vers les autres communautés et tout. On leur a dit de laisser les enfants. Non, ça, il a fallu attendre encore un petit peu, ça. Et donc, y a des gens qui n'ont pas aimé cette révolution de Vatican II. Donc, il y a eu une contre-révolution avec des gens plus traditionnalistes. Donc, face à des diocèses confrontés à la crise des vocations, ils offrent un clergé à disposition, décrit le père Florian, qui en a été membre. C'est complètement de la sous-traitance, condense-t-il. C'est généralement par groupe de 3 qu'ils posent leurs valises dans le diocèse, sur la centaine que compte la France. Une trentaine ont déjà fait appel à eux. Donc ils ont une espèce d'agence d'intérim de prêtres à disposition, donc une congrégation conservatrice qui dit « vous avez besoin de prêtres, on en a ». À la tête de sa propre maison de formation à Évron en Mayenne, la communauté est aujourd'hui le premier séminaire de France, fournissant l'an dernier 26 des 130 nouveaux prêtres ordonnés. Donc le séminaire, c'est là par où tu passes pour devenir prêtre, pour être ordonné prêtre. D'ici à 30 ans, 20 à 40% du clergé français pourrait provenir de ces rangs. Comme l'a révélé Libération la semaine passée, une mission d'inspection du Vatican doit démarrer très prochainement en son sein pour une durée de 6 mois. Il est tout à fait probable que des évêques français commencent à s'inquiéter sérieusement de la place prise par cette communauté, affirme au quotidien un théologien anonyme. Ce n'est pas l'avis du père Florian qui y voit une visite de routine. Vu l'importance que prend la communauté dans le paysage sacerdotal français, c'est aussi l'occasion de mieux la connaître pour s'en inspirer. Le séminaire a été reçu par le Saint-Père lui-même cette année.
Rome a par la suite précisé à la Croix qu'il s'agissait d'un simple accompagnement, à la demande de la communauté. Quoi qu'il en soit, après la nomination en 2015 de 2 prêtres des Saint-Martin au sanctuaire de Lourdes, celui du Mont-Saint-Michel constitue symboliquement une nouvelle prise de guerre. Lorsque l'évêque de Coutances et Avranches fait part de son choix à Riton, celui-ci répond « Père, vous aurez des prêtres, mais je ne suis pas sûr que vous préparez l'avenir. » Le 4 avril 2021, le couperet tombe sur le site internet du diocèse, dont Maurice Franc, en accord avec la communauté Saint-Martin, est nommé recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel à partir du 1er septembre 2021. Il est chargé pendant 1 an d'étudier les modalités d'implantation de la communauté Saint-Martin sur le sanctuaire et ses environs pour septembre 2022. Sollicité par les jours, le diocèse n'a pas souhaité répondre à nos questions, la phase de réflexion au sujet de la future organisation du sanctuaire du Mont-Saint-Michel n'étant pas terminée. Bon, c'est qui exactement ? Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils sont est-ce que c'est carrément comme Saint-Nicolas du Chardonnay, c'est-à-dire les mecs qui refusent Vatican II, qui font tout en latin, toujours en tournant le dos aux fidèles ? Est-ce que c'est donc évidemment catho hyper intégriste, machin, manif pour tous et compagnie, ou est-ce que ça va aussi loin ? Face à cette décision, Riton ne proteste pas, mais il est soutenu par des habitants et des pétitions, dont celle des Compagnons du Sentier, qui a recueilli près de 1500 signatures en ligne et a été envoyée à l'évêque, sans réponse. Je lui ai demandé simplement une chose, raconte Riton, de pouvoir rester pour la fête de Saint-Michel le 29 septembre. Il ne m'a pas répondu. À la fin du mois d'août, j'ai reçu la notice disant que le père Franc arriverait le 1er septembre pour devenir recteur. J'aurais voulu dire au revoir aux pèlerins que je connaissais. À la rentrée, Don Maurice Franc n'a pas fait grand-chose non plus pour que le départ de Riton se passe au mieux. Il lui aurait refusé la possibilité de célébrer un baptême et des funérailles reportées à cause de la pandémie, ainsi qu'un dernier office le jour de la Saint-Michel. Et ça c'est casse-couille, parce qu'un baptême ou des funérailles, tu les prépares avec les familles et tout, machin. Sans doute que les familles avaient un bon feeling avec Riton, et on est venu leur dire « Non, bah ce sera pas Riton, ça va être le nouveau, là ». Et même de parler aux pèlerins lors de la messe, on l'a empêché de parler aux pèlerins lors de la messe. « C'est moi le recteur, c'est moi qui décide », aurait-il dit, le père Franc. Alors, vous voyez, c'est de la politique, hein, tout ça. À l'intérieur même de l'Église catholique, l'Église catholique, c'est pas un truc homogène. Il y a des luttes, il y a des factions, il y a des concurrences, il y a des coups tordus aussi. Et tout ça, c'est des luttes. La transition s'est passée normalement, assure pourtant le prêtre en soutane, contacté par Les Jours. Des photos postées sur la page Facebook de la communauté le 19 septembre 2021 montrent Don Maurice Franc au pied du mont, en soutane et micro à la main, entouré de jeunes séminaristes en chemise, sandales, espadrilles ou mocassins pour un pèlerinage de rentrée, une façon pour le nouveau recteur de marquer son territoire. Il faut dire qu'entre le style de Riton et celui de son successeur, il y a un monde. Oh, on retrouve un Lyonnais, issu d'une famille lyonnaise très conservatrice. Ah bah on les connaît ceux-là ici. Très bien. Maurice Franc est entré dans les ordres après 3 ans d'armée. Waouh. Ok, le cocktail. Le sabre et le goupillon. Une décennie avant d'arriver au Mont-Saint-Michel, en 2012, il était nommé curé de la paroisse Notre-Dame du Rocher à Biarritz par Monseigneur Marc Hayet, évêque de Bayonne. Évêque aux gants de fer, nous dit la petite notice à droite. Ok. Machin, donc lui-même issu de Saint-Martin, machin. Cette nomination, déjà à l'époque, à la paroisse Notre-Dame du Rocher à Biarritz, cette nomination déjà n'avait pas plu à tout le monde. D'après Marie Contraire, ancienne adjointe Modem au maire de Biarritz, le nouveau prêtre aurait réduit la participation des femmes et des laïcs. Ah oui, parce que ça aussi c'est une tendance. Les laïcs, c'est ceux qui vont donner de l'aide un petit peu, je sais plus comment on appelle ça, ceux qui vont aider le curé, ne serait-ce qu'à maintenir l'église, machin. Comment on appelle ça, le bedeau, là, je sais plus quoi, là. Les diacres, voilà, c'est ça, les diacres. Exactement. Et le diacre est un laïc dans le sens où il est pas tenu au vœu de célibat, il peut avoir une vie normale, il est pas considéré comme un prêtre, quoi. Mais parfois il va remplacer il va non ordonné. Il va remplacer le prêtre pour certains trucs, en particulier, par exemple pour faire, je parlais des baptêmes et des enterrements, pour accompagner les familles, tout ça, tu peux avoir affaire au diacre aussi, pour entretenir l'église ou pour plein d'autres trucs comme ça. Mais bref, eux, ils réduisent la part des laïcs, alors que l'ouverture de l'église catholique, ce serait aussi plutôt donner davantage de pouvoir aux diacres, et aussi aux femmes, évidemment. Et aussi aux femmes, parce qu'il y a plein de femmes qui aident aussi à l'église, et qui n'avaient pas de statut aussi pendant longtemps. Et donc eux ils ont commencé, donc ça c'est la meuf du Modem, Marie Contraire, réduire la participation des femmes et des laïcs, ainsi que la place de la liturgie en basque, une tradition profondément ancrée sur le territoire,
Ah oui, d'accord, donc on va arrêter de faire des messes en basque, en même temps le mec est pas basque, donc ouais. De la connerie, des mensonges, balait le prêtre. Donc le prêtre, c'est le Lyonnais, hein, qui a pris le Mont-Saint-Michel, là, qui s'empresse au téléphone d'entamer un autre père en basque en guise de preuve. Ah, il l'a appris quand même. Et le prélat de renvoyer vers le programme d'une messe de Pâques comportant 3 chants en basque en 2019. Si les gens aiment avoir le nez dans la merde, c'est dommage pour eux, vitupère-t-il en désignant les paroissiens mécontents. Je suis à la limite content qu'ils aient quitté la paroisse. En outre, les homélies, qui seraient devenues moralisantes et culpabilisatrices, ont choqué une partie des fidèles, comme au lendemain des attentats djihadistes de janvier 2015. Donc les homélies, c'est leur petit speech où tu fais des liens un petit peu entre la Bible et ce qu'on vit en ce moment, etc. Le prêtre dénonce alors une sauvagerie barbare, trouvant sa source en son inspiration dans son Coran. Ouais, voilà, une sauvagerie barbare Coran, quoi. Les contradictions... Donc ça, c'est pas trop Vatican II de dire que le Coran, les musulmans, c'est des barbares. Vatican II, on va au contraire te dire, nous avons des lieux de culte en commun, ce sont des frères, c'est une religion frère, voilà. On est tous des frères, quoi, le Vatican II. Eux, ils disent non, c'est des barbares. Les contradictions internes de la religion musulmane qui amènent logiquement au drame que nous avons vécu. Ah ouais, il parle carrément sur de la critique de la religion, en pleine homélie. Mais aussi, il fustige aussi la pseudo-révolution de mai 68. Ah non, mais on est sur du vrai... D'accord, ok, c'est pas n'importe quoi, tu vois. Depuis son installation au Mont, Don Maurice Franc n'a, semble-t-il, pas fait de vagues. La transition n'a pas été facile, concède Bertrand Leroy. Riton savait parler à tout le monde. Il a été blessé. Désormais, l'église ne reste plus ouverte toute la journée. Un pèlerin arrivant un peu avant 19h a ainsi trouvé porte close au sanctuaire. Ça fait grincer quelques dents. Ils ont mis des barrières au niveau du chœur, ils ont mis un sens de circulation qu'il n'y avait pas avant. Ça, c'est peut-être le Covid aussi. Le recteur invoque des normes sanitaires, voilà. Des changements symboliques ont été opérés par petites touches. La prière à Saint-Michel est passée du tutoiement au vouvoiement. Le curé a augmenté le prix des cierges, une demande de l'entreprise fabricante, affirme-t-il, et continue de donner l'hostie directement sur la langue pour ceux qui le souhaitent, malgré les consignes du diocèse et en dépit du fait qu'ils ne soient pas vaccinés. Oh putain, une question sanitaire qui ne vous regarde pas, répond l'intéressé. De son côté, Riton, toujours exorciste... Merde, il est exorciste. Bon, Riton, il est exorciste du diocèse, admettons, et aumônier à la prison de Coutances. Donc aumônier, c'est le curé qui est attaché à la prison, quoi, pour tous les services religieux à l'intérieur des lieux de détention. Il est retourné vivre dans son village d'enfance, où il a aménagé la ruine qu'il avait achetée pour une bouchée de pain en sortant de l'orphelinat. Je suis là en attendant de voir ce que je vais devenir. J'ai été profondément choqué de l'attitude autoritaire et peu fraternelle de mon successeur. Quant à la communauté Saint-Martin, il porte sur elle un regard circonspect, même s'il veut voir d'un bon œil la jeunesse de ses clercs. C'est vraiment la génération Manif pour tous qui arrive dans l'église catholique, quoi. Ils savent entrer dans la quête de l'absolu des jeunes et les mener pour aller où ils veulent. D'accord, donc en gros les jeunes ont besoin d'absolu, d'un peu de trucs extrêmes, et eux, du coup, ils vont leur offrir ça, quoi. D'après lui, l'orthodoxie liturgique et la vie communautaire à la Boy Scout, que prônent ces prêtres en soutane, apportent une forme de sécurité dans un monde bousculé, bah oui, par mai 68 et par le grand remplacement, bien sûr. Ce qui pourrait expliquer leur succès. Il y a un dynamisme. Maintenant, la question c'est... quel dynamisme ? Bah très très intéressant, hein, très intéressant l'article. On fait pas ça souvent d'aller regarder ce qui se passe au sein de l'église catholique, mais vous voyez à quel point c'est politique. Vous voyez à quel point ces trucs-là sont extrêmement politiques. Bon bah très bien. Eh ben on va s'arrêter là nous, hein. Qui c'est qu'on peut raider ? Hein, ça va, il est moins 5, j'avais dit 14h, on y est presque. Hein. Qui fait quoi ? Rivenzi fait du tennis manager, c'est peut-être pas pareil que c'est pas les trucs d'histoire. Hein, vous voyez, vous avez tous et toutes un avis sur qui il faut aller voir, je n'en doute pas. Ah bah il y a Léo Jacotte qui fait quoi ? Zerator machin, Darmanin machin. Bon bah voilà, Léo, hop, c'est plié, on va aller voir Léo. Comme d'habitude, hein, soyez cool, machin, cassez pas les couilles. On arrive vraiment en masse. Vous arrivez à 1000 et quelques, donc pour l'instant il n'y a que 100 personnes sur la chaîne, donc mollo, pourrissez pas trop le truc, quoi. Vous soyez juste poli, quoi. Ah, il regarde le passage de Zerator chez France Inter ce matin, j'en ai pas parlé, c'est vrai que c'est intéressant. Très bien, et bah, je vais regarder un petit peu avec vous. Quant à moi, bah là, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de backseat jeudi, enfin il n'y a pas de backseat demain. Par contre, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Le prochain, il n'y a pas d'OLG lundi. Le prochain rendez-vous, ça va être le prochain stream. Voilà, tout simplement. J'ai pas mieux. Sinon, moi, je vais au meeting de la NUPES ce soir à Lyon. Hein. On a notre 2 candidats locaux qui font un meeting conjoint. Et je vais y dire 2-3 mots, soutenir un petit peu. J'ai une petite partie que je dois préparer d'ailleurs, que je dois finir de préparer sur le bilan Macron. Et voilà pour mon programme, moi. Donc, bon après-midi et amusez-vous bien. Bon courage à tout le monde. Voilà. C'était pas réjouissant aujourd'hui, hein, ce qu'on a lu, mine de rien. J'avais dit école, hôpital, famine dans le monde, etc. Un stream chargé, mais pas très réjouissant. Bah, désolé. Ouais, désolé, écoutez, c'est l'ambiance, hein, c'est l'ambiance, mais si vous voulez tout changer, il faut voter pour la NUPES, aux législatives, voilà. Non, moi je suis pas candidat, je vais juste soutenir. Allez, ciao, et à très vite. Il faut être parfait, il faut être très bien, il faut pas...